Je me souviens du jour où j'ai signé les papiers. Les murs gris du bureau du notaire, l'odeur de café bon marché, et le dossier contenant les documents qui allaient déterminer le reste de ma vie. Henri est mort il y a 15 ans. Une crise cardiaque l'a emporté si soudainement que je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. 46 ans passés ensemble, et d'un coup, je me suis retrouvée seule dans la grande maison de l'avenue des Marronniers que nous avions achetée dans les années 70. Maman, papa et toi n'avez jamais eu besoin d'une si grande maison, m'a dit Laurent en me caressant la main le jour des funérailles. Et maintenant, ce n'est pas raisonnable que tu l'entretiennes toute seule. J'ai hoché la tête, ravalant mes larmes. Je ne réalisais pas grand-chose à cette époque. Brigitte, les enfants et moi pourrions emménager avec toi, a-t-il continué, sans remarquer comment les lèvres de Brigitte se pinçaient à ces mots. Tu ne serais pas obligée d'être seule. À l'époque, cela m'avait semblé être la bonne chose à faire. Gaël avait 9 ans, Mélanie en avait 6, des enfants si adorables, et j'étais trop anéantie pour prendre de grandes décisions. Alors, j'ai simplement signé les papiers les autorisant à vivre dans la maison et j'ai déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de Tours. Je n'ai jamais officiellement transféré la propriété de la maison à Laurent. Cela semblait trop compliqué. J'étais sûre qu'il l'hériterait après ma mort. Pour ne pas gêner les jeunes, expliquai-je ma décision à mes quelques amis restants. Beaucoup ne me comprenaient pas, mais j'étais inflexible. À l'époque, il y avait encore des dîners dominicaux réguliers, des appels téléphoniques tous les soirs, et mes petits-enfants passaient souvent le week-end avec moi. Maintenant, j'ai 78 ans, et tout cela appartient au passé. Les dîners du dimanche ont cessé quand Brigitte a décidé qu'il valait mieux passer ce temps à leur club de golf. Les appels se sont raréfiés, puis sont devenus une exception, pour les anniversaires ou quand ils avaient besoin de quelque chose. Mes petits-enfants ont grandi, et la dernière fois que Mélanie est restée avec moi, c'était il y a 5 ans, quand elle avait besoin d'argent pour des vêtements à la mode que Brigitte jugeait trop chers. Je suis assise dans mon minuscule appartement au 2e étage d'un vieil immeuble de la rue Gambetta et je regarde la seule photo de toute notre famille, prise il y a 3 ans lors de la fête pour les 50 ans de Laurent. Il n'avait pas prévu de m'inviter, mais la voisine de Laurent, apprenant l'anniversaire, a appelé pour le féliciter et l'a mentionné par hasard dans une conversation avec moi. Le téléphone interrompt mes pensées. Je n'atteins pas le combiné tout de suite. Mon arthrose me fait souffrir ces derniers temps. Allô? Ma voix semble trop assurée, trop joyeuse. J'attends toujours ces rares appels comme la manne du ciel. Eliane, c'est Brigitte. Jamais, maman, ou même Eliane, ma chère. Seulement mon prénom complet, comme si j'étais une lointaine connaissance. Bonjour, ma chère, réponds-je, sachant que toute démonstration de chaleur de ma part l'irrite. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Écoute, nous avons une situation. Sa voix est professionnelle et froide. Tu te souviens de Tania, mon amie de la fac? Elle fait son enterrement de vie de jeune fille ce week-end, et Mélanie et moi partons de vendredi à dimanche. Laurent sera occupé aussi, une réunion d'entreprise à Paris, et Gaël. Eh bien, tu sais à quel point il est irresponsable. Si on le laisse seul, la maison pourrait prendre feu. J'écoute sa tirade et j'essaie de comprendre où elle veut en venir. Brigitte n'appelle jamais juste pour discuter. On se demandait si tu pouvais venir pour les 3 jours et garder un œil sur la maison et sur Gaël, dit-elle finalement. De toute façon, tu es toute seule dans ton appartement à ne rien faire. Mon cœur bondit. 3 jours dans mon ancienne maison. 3 jours avec mon petit-fils, même s'il ne fait plus attention à moi depuis longtemps. Bien sûr, ma chère, dis-je en essayant de ne pas laisser paraître mon excitation. Je viendrai avec plaisir. Parfait. Brigitte a l'air d'avoir conclu une excellente affaire. Viens vendredi pour le dîner. Mélanie et moi partirons vers 17h. Elle raccroche sans même dire au revoir, mais je ne suis pas offensée. Je suis trop heureuse de revoir un membre de ma famille. Je me lève et commence à rassembler mes affaires, même s'il reste encore 3 jours avant vendredi. Je dois prendre mes médicaments, mes pantoufles, peut-être faire un gâteau pour Gaël. Il aimait tant mes pâtisseries autrefois. On frappe à la porte, interrompant mes préparatifs. C'est Zoé, ma voisine du dessous. C'est une jeune femme qui travaille comme infirmière dans une clinique voisine. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 1 an, lorsque j'ai glissé sur les marches verglacées et que j'ai failli tomber. Elle rentrait de sa garde de nuit et a réussi à me rattraper. « Eliane, vous êtes là ?» crie-t-elle en passant la tête par la porte entr'ouverte. « Entre, ma chère, réponds-je, heureuse de la voir. »
Zoé entre, et comme toujours, je suis étonnée de voir combien d'énergie peut contenir un corps si fragile. Elle a 32 ans, mais en paraît moins. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon désordonné. Elle a des taches de rousseur sur le nez et ses yeux sont fatigués par la garde de nuit. Je vous ai apporté ces pains au raisin de la nouvelle boulangerie du coin, dit-elle en me tendant un sac en papier. C'était une petite attention au travail. Ils sont divins. Oh, merci, ma puce. Je prends le sac, humant l'arôme de la cannelle. Je vais mettre la bouilloire en marche. Pendant que je prépare le thé, Zoé remarque mon sac à moitié fait. Vous partez quelque part? Demande-t-elle, surprise. Je vais voir mon fils pour quelques jours, réponds-je, incapable de cacher mon enthousiasme. Ma belle-fille m'a demandé de surveiller la maison pendant qu'elle et sa fille sont à un enterrement de vie de jeune fille. Zoé hoche la tête, mais je vois quelque chose qui ressemble à de l'inquiétude dans ses yeux. Eliane, c'est super que vous alliez voir votre famille, dit-elle prudemment. Mais vous vous souvenez de la dernière fois, pour Noël? Ils ne sont même pas venus vous chercher à la gare et vous avez attendu dans le froid pendant 2 heures. Je balais ces paroles d'un revers de la main, même si au fond de moi, je sais qu'elle a raison. Chaque visite à ma famille se termine par une déception. Mais je continue d'espérer que la prochaine fois sera différente. Cette fois, tout ira bien, dis-je en posant les tasses sur la table. En plus, c'est ma chance de passer du temps avec Gaël. Il n'appelle presque jamais. Zoé soupire, mais ne discute pas. Au lieu de cela, elle m'aide à attraper une boîte de biscuits en fer blanc sur l'étagère du haut, que je ne peux pas atteindre à cause de mon arthrose. Nous buvons du thé et discutons de son travail, de nos voisins et des nouveaux films qu'elle a vus. Zoé me raconte toujours les intrigues des films avec tant de détails que j'ai l'impression de les avoir vus moi-même. Je n'ai pas d'argent pour le cinéma et ma vieille télévision ne capte que quelques chaînes. Oh, j'allais oublier, dit-elle en terminant son thé. Madame Durand du dessus m'a demandé de vous dire qu'il y a un concert de la chorale amateur à la maison de quartier dimanche. Elle y chante et elle aimerait qu'on vienne. Je vais devoir passer mon tour, dis-je en haussant les épaules. Je serai chez mon fils jusqu'à dimanche soir. Zoé hoche la tête et se lève. Je dois dormir un peu avant ma prochaine garde, dit-elle en étouffant un bâillement. Mais si vous avez besoin d'aide avec votre sac ou autre chose, appelez-moi. Je la raccompagne à la porte et nous nous serrons dans les bras. Ces étreintes sont devenues notre rituel. Parfois, j'ai l'impression que Zoé est la seule personne qui ait vraiment besoin de moi. Les 3 jours suivants passent en un tourbillon de préparatifs. Je prépare une tarte aux pommes pour Gaël, sa préférée, luttant pour rester debout devant la cuisinière à cause de mes douleurs au dos. Je lave et repasse ma plus belle blouse, bien que le repassage devienne plus difficile chaque année. Je sors l'enveloppe avec de l'argent de ma cachette dans le placard. Près de 500 € que j'ai économisé petit à petit sur ma retraite. Peut-être que Laurent ou les enfants en auront besoin. Vendredi matin, Zoé m'aide à porter mon sac jusqu'à l'arrêt de bus, même si elle tient à peine debout après sa garde. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-elle en me serrant dans ses bras pour me dire au revoir. Et ne les laissez pas profiter de vous, d'accord? Je hoche la tête, sachant que je ne pourrais pas tenir cette promesse. Comment refuser quelque chose à ma propre famille? Le bus me dépose presque devant chez moi. Je marche les 200 derniers mètres en luttant avec mon sac et la boîte de tarte. Le quartier a changé au fil des ans. De nouvelles maisons ont été construites. Certains de mes anciens voisins ont déménagé ou sont décédés. Mais ma maison, la maison où vit maintenant mon fils, a presque le même aspect qu'il y a 15 ans quand je suis partie. Une petite maison à 2 étages avec une clôture blanche qu'Henri peignait chaque printemps. Le parterre de fleurs à l'entrée où je cultivais des roses est maintenant envahi par les mauvaises herbes. Le porche où mon mari et moi aimions nous asseoir les soirs d'été semble délabré. La peinture s'écaille et l'une des marches est pourrie. Je reste devant la maison quelques minutes, rassemblant mon courage. Puis je monte les marches et sonne à la porte. Personne ne répond. Je sonne à nouveau et j'entends enfin des pas. Brigitte ouvre la porte. Elle a l'air agacée, comme si mon arrivée était une surprise désagréable, alors que c'est elle qui m'a invitée. « Oh, Eliane, vous êtes là », dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. « On pensait que vous arriveriez plus tard. » Je voulais vous préparer le dîner avant de partir, j'explique en entrant dans la maison et en regardant autour de moi. L'intérieur a plus changé que l'extérieur. Les murs, qui étaient autrefois bleu clair, sont maintenant peints d'un gris à la mode.
Les photographies encadrées que j'avais accrochées au fil des ans ont été remplacées par des peintures abstraites. Les meubles sont neufs, froids et inconfortables. Vous n'auriez pas dû vous donner cette peine, dit Brigitte. On allait manger un morceau en chemin. Elle remarque la boîte dans mes mains. Qu'est-ce que c'est? Une tarte aux pommes pour Gaël, dis-je fièrement. Sa préférée. Brigitte pince les lèvres. Eliane, il a 24 ans. Il fait attention à sa ligne et ne mange pas de sucreries. Vous pourriez au moins vous intéresser un peu à la vie de vos petits-enfants de temps en temps. Ces mots me blessent profondément. Comment puis-je m'intéresser à leur vie quand ils ne répondent pas à mes appels? Eh bien, peut-être que Mélanie en voudra un morceau, je suggère, en essayant de sauver la face. Mélanie est au régime aussi, lance sèchement Brigitte. Portez le gâteau à la cuisine si vous voulez. Peut-être que Laurent en mangera à son retour de Paris. Je hoche la tête et me dirige vers la cuisine, qui a également été changée au-delà de toute reconnaissance. La vieille cuisinière où j'ai préparé des milliers de repas a été remplacée par une surface en verre moderne avec des commandes tactiles. Les armoires en bois qu'Henri avait construites lui-même ont été remplacées par des façades blanches brillantes. Je pose la tarte sur la table et remarque une photo sur le réfrigérateur qui me fige sur place. C'est la seule photo de ma famille que je reconnais. Laurent, Brigitte, Gaël. Et Mélanie devant la tour Eiffel. Ils sont allés à Paris il y a 2 ans et ne me l'ont même pas dit. Je l'ai appris après coup, quand Mélanie l'a mentionné accidentellement lors d'un rare appel téléphonique. Votre chambre est à l'étage. Première porte à droite, dit Brigitte, apparaissant dans l'embrasure de la porte de la cuisine. C'est l'ancien bureau de Laurent. On y a mis un lit de camp. Je la remercie et monte avec mon sac. Chaque marche est difficile. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. La chambre qu'on m'a attribuée est petite et encombrée. Le lit de camp a l'air fragile, et je doute de pouvoir m'en relever le matin sans aide. Pendant que je défais mes valises, Mélanie rentre à la maison. J'entends sa voix en bas et je me dépêche de descendre pour embrasser ma petite fille. Mélanie est devenue une belle jeune femme. Grande, mince, avec des cheveux châtains comme ceux d'Henri, mais ses yeux manquent de la chaleur dont je me souviens de son enfance. « Salut, mamie », dit-elle formellement, me laissant l'embrasser mais sans rendre l'étreinte. « Ma chérie, comme tu as grandi », dis-je en reculant pour mieux la regarder. « Tu es de plus en plus belle chaque jour. » Mélanie sourit légèrement mais perd rapidement tout intérêt pour la conversation. « Maman, on part bientôt ?» demande-t-elle à Brigitte. Jenny a écrit que tout le monde est prêt. « Oui, dans une demi-heure », répond Brigitte en jetant un coup d'œil à sa montre. « Va vérifier que tu as tout pris. » Mélanie hoche la tête et monte sans même me dire au revoir. Je reste seule dans la cuisine, me sentant comme une étrangère dans la maison qui fut autrefois la mienne. Un peu plus tard, Gaël apparaît, un grand jeune homme à l'air perpétuellement maussade. Il me fait à peine un signe de tête en guise de salutation et va immédiatement dans sa chambre. « Ne faites pas attention à lui, » dit Brigitte, remarquant mon regard contrarié. « Il est comme ça avec tout le monde en ce moment. Il traverse une mauvaise passe. » Je hoche la tête, même si je sais que ce n'est pas vrai. J'ai vu Gaël parler à ses amis au téléphone, plein de vie, souriant. Il n'est distant qu'avec moi. Brigitte et Mélanie partent 1 heure plus tard, laissant une liste de tâches sur la table de la cuisine. Nourrir le chat, que je n'ai toujours pas vu. Arroser les plantes. Vérifier le courrier. Pas de merci ni de s'il vous plaît. Juste des instructions sèches. Rester seul dans la maison, à l'exception de Gaël qui s'est enfermé dans sa chambre, je commence à préparer le dîner. Mon petit-fils ne mange peut-être pas de sucreries, mais il est peu probable qu'il refuse des lasagnes maison. Pendant que je cuisine, mes pensées retournent vers Zoé. Contrairement à mes propres petits-enfants, elle est toujours heureuse de me voir. Quand elle a une soirée de libre, nous regardons souvent de vieux films ensemble sur ma télévision antédiluvienne. Et quand elle rentre de sa garde de nuit, je lui prépare parfois le petit déjeuner. Rien de sophistiqué, juste des œufs ou du porridge. Mais Zoé me remercie toujours comme si j'avais préparé un repas gastronomique. Le mois dernier, quand j'ai eu une crise d'arthrose et que je ne pouvais pas sortir, Zoé a fait les courses pour moi et m'a aidé avec le ménage. Elle ne s'est jamais plainte, même si je savais à quel point elle était fatiguée par son travail. Le dîner est prêt, mais Gaël n'est pas sorti de sa chambre, malgré l'arôme qui flotte dans la maison. Je frappe à sa porte, mais il dit qu'il n'a pas faim. Je dîne seule à la grande table où toute notre famille se réunissait autrefois.
Après le dîner, je fais la vaisselle, j'essuie les tables et je balaie le sol. Ce sont des tâches familières que j'ai accomplies dans cette maison des milliers de fois. Un instant, il me semble que rien n'a changé. Que Henri va entrer, m'embrasser sur la joue et me demander comment s'est passée ma journée. Mais l'instant passe, et je suis de nouveau seule dans une maison étrangère. Je monte et m'allonge sur un lit de camp inconfortable, écoutant Gaël jouer à un jeu vidéo bruyant dans la pièce voisine. Malgré ma fatigue, je n'arrive pas à m'endormir avant longtemps. Le matin, je me réveille tôt par vieille habitude. Se lever du lit de camp est aussi difficile que je le craignais. Mes genoux refusent de se plier et mon dos me fait mal, mais j'y parviens et je descends à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Gaël apparaît vers midi, endormi et grognon. Il prend son café sans même me remercier de l'avoir préparé et s'apprête à retourner dans sa chambre. Gaël, mon chéri, je l'arrête. J'ai fait des crêpes, tes préférées, avec des myrtilles. Il se retourne et me regarde avec une expression que je ne peux pas déchiffrer. Mamie, je ne mange plus de crêpes aux myrtilles depuis que j'ai 12 ans, dit-il avec une légère irritation. Je ne prends pas de petit déjeuner. Sur ce, il part, me laissant planter là avec une assiette de crêpes refroidissant dans les mains. La journée se passe dans la solitude. Je trouve le chat, roux et duveteux, sous le canapé et je le nourris. J'arrose les plantes, qui sont rares dans la maison et qui ont toutes l'air à moitié fanées. Je vérifie le courrier, principalement des prospectus publicitaires et des factures. À un moment donné, le téléphone de Brigitte, qu'elle a laissé en charge, sonne. Je vois le nom, Eliane, sur l'écran. C'est ainsi qu'elle a enregistré mon numéro, et je réalise que c'est un appel de mon téléphone fixe. Zoé doit essayer de me joindre. Je ne peux pas répondre au téléphone de quelqu'un d'autre, alors j'attends simplement qu'il arrête de sonner. Le soir, je prépare à nouveau le dîner, cette fois du poulet avec des légumes. Gaël refuse de nouveau de manger avec moi, emportant son assiette dans sa chambre. Je m'assois seule à table, écoutant le tic-tac de l'horloge sur le mur. La même qu'Henri y a accroché. Le 3e jour de mon séjour, le dimanche, il se passe quelque chose qui va changer à jamais la dynamique de notre famille. Je prépare le dîner, sachant que Brigitte et Mélanie doivent rentrer tard dans la soirée. Gaël n'a pas quitté sa chambre de la journée, et j'espère qu'au moins l'odeur du dîner le fera descendre. Soudain, la porte d'entrée s'ouvre, et j'entends la voix de Laurent. Il est de retour de Paris plus tôt que prévu. J'essuie mes mains sur mon tablier et je vais dans le hall pour saluer mon fils. Laurent a l'air fatigué et irrité. Il jette sa mallette par terre et me regarde comme s'il ne s'attendait pas à me voir dans sa propre maison. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-il en enlevant son manteau. « Brigitte m'a demandé de surveiller la maison pendant que vous étiez tous absents, » j'explique, en essayant de cacher ma peine qu'il ne se souvienne même pas de l'arrangement. Laurent fronce les sourcils et entre dans la cuisine où il voit la table mise et le dîner en préparation. « Depuis combien de temps es-tu là ?» demande-t-il, ouvrant le réfrigérateur et sortant une bouteille de bière. « Depuis vendredi. » Je réponds en retournant à la cuisinière pour retourner la viande. « Brigitte a dit que tu rentrerais tard. » La réunion s'est terminée plus tôt, marmonne Laurent en prenant une gorgée de bière. « Qu'est-ce que tu cuisines ?»« Un rôti avec des légumes, dis-je avec espoir. »« Ton préféré. Tu te joins à nous ?» Laurent hausse les épaules et s'assoit à table sans proposer d'aide. Je lui sers une portion, en essayant de ne pas montrer à quel point mes mains me font mal à force de travailler dans une cuisine inconnue. « Gaël est à la maison ?» demande Laurent en commençant à manger. « Oui, dans sa chambre », je réponds. « Il n'est pas très sociable. » Laurent grogne. Il est comme moi à son âge. Nous mangeons en silence. J'essaie d'engager la conversation plusieurs fois, lui posant des questions sur son travail, son voyage à Paris, mais n'obtiens que des réponses monosyllabiques. Finalement, quand il a fini de manger, je décide de poser la question qui me taraude depuis longtemps. « Laurent, mon chéri, je pensais, peut-être que je devrais venir plus souvent, aider à la maison, cuisiner pour vous. » Mon fils lève les yeux de son assiette et me fixe avec une expression que je ne comprends pas. « Pourquoi ?» demande-t-il brutalement. Sa question me prend au dépourvu. « Eh bien, pour vous aider, pour être là pour vous. Nous sommes une famille. » Laurent se penche en arrière sur sa chaise et croise les bras sur sa poitrine. « Maman, soyons honnêtes. Nous sommes tous occupés avec nos propres vies. Les enfants ont leur vie, et Brigitte et moi avons la nôtre. On s'en sort très bien sans aide supplémentaire. » Ces mots me blessent plus que je ne veux l'admettre. « Mais vous me manquez, dis-je doucement.
Gaël et Mélanie me manquent. Ils ont tellement grandi et je ne les vois presque jamais. Ils ont grandi parce que tu ne les vois pas, répond Laurent avec une pointe d'irritation. Ça s'appelle grandir, maman. Ils ont besoin d'espace. Je hoche la tête, ravalant les larmes qui me montent aux yeux. Laurent remarque mon état et soupire. Écoute, je ne voulais pas te contrarier. C'est juste que, c'est la vie. Les enfants grandissent, les parents vieillissent, chacun suit son propre chemin. Je comprends, dis-je, même si je ne comprends pas vraiment comment mon propre fils peut être si froid. Je voulais juste être utile. Laurent se lève et porte son assiette à l'évier. Tu sais, maman, dit-il en me tournant le dos. Si tu veux vraiment être utile, tu pourrais nous aider financièrement. La maison a besoin de réparation. Mélanie a des frais de scolarité. Gaël a un prêt pour sa voiture. Je regarde son dos, sentant quelque chose se briser en moi. Pendant 15 ans, je leur ai donné la majeure partie de ma modeste retraite, me privant de tout, des nouveaux vêtements aux médicaments nécessaires, et ce n'est toujours pas assez. Je fais ce que je peux, Laurent, dis-je doucement. Ma retraite n'est pas si élevée. Il se retourne et je vois dans ses yeux non pas le fils que j'ai élevé, mais un étranger. Oui, bien sûr, dit-il avec une irritation à peine dissimulée. D'ailleurs, puisque tu vis ici, tu utilises l'électricité, l'eau, la nourriture. Je me fige, n'en croyant pas mes oreilles. Qu'est-ce que tu veux dire? Laurent me regarde comme s'il expliquait l'évidence à un enfant. Maman, tout coûte de l'argent. Si tu veux rester ici encore quelques jours, ce serait juste que tu sais, contribues un loyer, pour ainsi dire. Je sens le sang quitter mon visage. Tu me demandes de payer pour rester dans ma propre maison. Techniquement, c'est notre maison depuis 15 ans, rétorque Laurent. Et nous payons l'hypothèque, les impôts, les charges. Je suis sans voix. Mon fils, mon unique enfant que j'ai élevé avec amour, me dit que je dois payer pour avoir le droit d'être dans la maison que je lui ai donnée. Laurent, je dis finalement, ma voix tremblante. Je suis ta mère. Je t'ai donné cette maison pour que tu puisses fonder une famille. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Et nous en sommes reconnaissants, dit-il machinalement. Mais les temps ont changé. Tout devient plus cher. Si tu veux faire partie de nos vies, tu dois contribuer. Je le regarde, ne le reconnaissant pas. Où est le garçon à qui je lisais des histoires avant de dormir? L'homme que j'ai réconforté après sa première rupture? Le père que j'ai aidé avec des nouveau-nés quand Brigitte avait du mal? Sans dire un mot, je monte à l'étage et commence à faire mes valises. Mes mains tremblent. Les larmes brouillent ma vision, mais je ne me permettrai pas de pleurer devant lui. Pendant les 15 minutes que je passe à faire mes valises, Laurent ne monte pas pour s'excuser ou même s'expliquer. Je descends avec mon sac et m'arrête dans le couloir. Laurent est assis dans le salon, regardant la télévision comme si de rien n'était. Je pars, dis-je, en essayant de garder ma voix stable. Il tourne la tête et lève les sourcils de surprise. Maintenant. En pleine nuit. Oui, maintenant, je réponds. Je ne veux plus vous importuner avec ma présence. Laurent soupire comme s'il avait affaire à une enfant capricieuse. Maman, ne sois pas dramatique. J'ai juste dit que ce serait juste. Au revoir, Laurent. Je l'interromps et j'ouvre la porte d'entrée. Il pleut dehors. Je n'ai pas apporté de parapluie. Je ne pensais pas en avoir besoin, mais maintenant, je m'en fiche. Je sors sous la pluie froide, fermant derrière moi la porte de la maison où j'ai vécu la majeure partie de ma vie. L'arrêt de bus est à 3 rues. Je marche lentement, me faisant tremper jusqu'aux os. La pluie se mêle aux larmes sur mon visage, et j'en suis reconnaissante. Personne ne me verra pleurer. L'arrêt de bus est vide. C'est dimanche soir, et peu de gens sont dehors par ce temps. Je m'assois sur un banc sous l'abri et j'enroule mes bras autour de moi, essayant de me réchauffer. Mon sac est à côté de moi, avec l'enveloppe d'argent que je voulais donner à mon fils, toujours intacte à l'intérieur. Le bus arrive 20 minutes plus tard, ce qui me semble une éternité. Le chauffeur me regarde avec sympathie, une femme âgée mouillée avec des yeux rougis par les larmes. « Ça va, madame ?» demande-t-il alors que je monte les marches. « Oui », je réponds en lui tendant le ticket. Je rentre juste à la maison. À la maison? C'est drôle d'appeler ça une maison. Un minuscule appartement avec rien d'autre qu'un vieux lit, une table et 2 chaises. Mais en ce moment, c'est le seul endroit où je peux aller. Le bus est presque vide. Je m'assois près de la fenêtre et je regarde les rues de Tours défiler.
La ville où j'ai vécu toute ma vie, mais qui devient de plus en plus étrangère à chaque année qui passe. Lorsque le bus s'arrête à mon arrêt, la pluie s'intensifie. Je sors et je marche péniblement vers ma maison, trempée jusqu'aux os, portant un sac lourd. Monter les escaliers jusqu'au 2e étage est difficile. Mes genoux me font plus mal que d'habitude, à cause du froid ou de la fatigue. Devant la porte de mon appartement, je cherche longtemps mes clés, je les laisse tomber, j'ouvre enfin la porte et j'entre dans le couloir sombre. Sans allumer la lumière, je m'effondre sur une chaise dans le couloir et je me permets enfin de pleurer pour de bon, fort, sans retenue, comme je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement d'Henri. Je ne sais pas combien de temps s'écoule avant d'entendre frapper à la porte. Au début, je pense que ce sont les voisins qui viennent se plaindre du bruit, mais j'entends alors une voix familière. « Eliane, vous êtes là ?» C'est Zoé. Je ne réponds pas, incapable de me résoudre à me lever et à ouvrir la porte, mais Zoé ne part pas. « Eliane, je vous entends. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je suis inquiète. » Rassemblant ma dernière once de force, je me lève et j'ouvre la porte. Zoé se tient sur le seuil dans son uniforme médical. Elle doit juste rentrer de sa garde. Quand elle me voit, elle a un hoquet de surprise. « Mon Dieu, Eliane, que s'est-il passé ?» Je ne peux pas répondre. Je reste juste là, tremblante dans mes vêtements mouillés avec des traces de larmes sur mon visage. Sans un mot, Zoé entre dans l'appartement, ferme la porte derrière elle et me serre dans ses bras. Sans demander la permission, elle m'aide à enlever mon manteau mouillé, me conduit à la salle de bain et fait couler l'eau chaude. « Vous prenez une douche bien chaude et je prépare du thé », dit-elle d'un ton qui n'admet aucune discussion. « Ensuite, vous me raconterez ce qui s'est passé. » Je hoche la tête, trop épuisée pour discuter. L'eau chaude lave le froid et une partie de la douleur, mais pas toute. La douleur dans mon cœur reste. Quand je sors de la salle de bain, je trouve une chemise de nuit propre et une robe de chambre sur le lit, que Zoé a sorti du placard. La bouilloire siffle dans la cuisine, et il y a des biscuits sur la table, qu'elle a dû apporter avec elle. « Asseyez-vous, » dit-elle en versant du thé dans ma tasse préférée. « Et racontez-moi ce qui s'est passé. Vous ne deviez pas rentrer avant demain. » Et je lui raconte tout. Les mots sortent, sur l'indifférence de Gaël, la froideur de Mélanie, comment Laurent m'a demandé de l'argent pour rester dans ma propre maison. Zoé écoute en silence, ne faisant que serrer ma main plus fort lorsque ma voix se met à trembler. « Eliane, » dit-elle quand j'ai fini mon récit, « je suis tellement désolée. Personne ne mérite d'être traité de cette façon, surtout par ses propres enfants. Je ne comprends juste pas où je me suis trompée, dis-je en essuyant d'autres larmes. Henri et moi avons toujours essayé de l'élever pour qu'il soit gentil et attentionné. Que ai-je fait de mal ? Zoé secoue la tête. Ce n'est pas votre faute. Certaines personnes changent, et pas toujours pour le mieux. Elle fait une pause, comme si elle se décidait à quelque chose, puis continue. Vous savez, Eliane, ma grand-mère est morte quand j'avais 5 ans. Mon autre grand-mère vivait aux Philippines et je ne l'ai vue que quelques fois. J'ai toujours envié mes amies qui avaient des grand-mères aimantes. Et quand je vous ai rencontré, elle sourit à travers ses larmes, j'ai eu l'impression que le destin m'offrait une seconde chance. Ces mots me réchauffent de l'intérieur, plus que le thé chaud ne pourrait jamais le faire. Tu es la meilleure petite fille que j'aurais pu souhaiter, Zoé, dis-je sincèrement. Même si nous ne sommes pas liés par le sang. Nous restons assis à table, nous tenant la main, jusqu'à ce que le thé refroidisse. Pour la première fois de cette terrible journée, je me sens en paix. Zoé propose de rester pour la nuit, et je ne m'y oppose pas. L'idée de passer cette nuit seule me semble insupportable. Allongée dans mon lit, j'écoute la respiration régulière de Zoé, qui dort sur le lit de camp à côté de moi. Celui que j'avais acheté autrefois pour mes petits-enfants, mais ils ne sont jamais restés dormir. Dans l'obscurité de la pièce, je prends une décision qui va changer le reste de ma vie. Assez de vivre dans le passé. Assez de m'accrocher à une famille qui m'a tourné le dos depuis longtemps. Il est temps de penser à moi, à mon avenir, et peut-être à une nouvelle famille, une qui n'est pas liée par le sang, mais par l'amour et l'attention. Avec cette pensée, je m'endors, ressentant de l'espoir pour la première fois depuis de nombreuses années, plutôt que de l'amertume et de la solitude. Je me suis réveillée au son de la pluie tambourinant sur le toit. Mon corps était endolori, et ma gorge était irritée, ce qui n'était pas surprenant après la veille. Un instant, j'ai cru que tout cela n'avait été qu'un cauchemar, mais la réalité s'est vite imposée quand j'ai vu mes vêtements mouillés encore suspendus au radiateur. Zoé était déjà partie. C'était lundi, un jour de travail. Sur la table de la cuisine,
J'ai trouvé un mot écrit de l'écriture soignée de l'infirmière. Eliane, le petit déjeuner est dans le micro-ondes. Le thé est dans le thermos. Reposez-vous aujourd'hui. Je reviens ce soir. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Z. Je me suis lentement laissé tomber sur une chaise, sentant mes yeux se remplir à nouveau de larmes. Un mot si simple, une préoccupation si ordinaire, et tant de chaleur que je n'avais pas reçue de ma propre famille depuis des années. Le petit déjeuner était une omelette aux légumes avec du pain grillé. Rien de spécial, mais préparé avec soin. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, l'accompagnant de thé chaud du thermos. Dehors, la pluie continuait de tomber, transformant la rue en un flou gris. J'ai passé la journée dans une étrange torpeur. J'ai regardé de vieilles photos que je gardais dans une boîte sous mon lit. Laurent enfant. Henri et moi le jour de notre mariage. Le petit Gaël et la petite Mélanie. Des visages qui étaient devenus si inconnus. J'ai regardé par la fenêtre les passants se pressant pour leurs affaires. J'ai pensé à quel point la vie est étrange. Les personnes que nous aimons le plus peuvent nous causer le plus de douleur. Le téléphone est resté silencieux toute la journée. Personne de ma famille n'a appelé pour savoir si j'étais rentrée, si j'allais bien. Je ne m'y attendais pas, cependant. Le soir, vers 18h, on a frappé à la porte. Je savais que c'était Zoé. Seule elle frappait comme ça. 3 coups rapides, une pause, puis un autre. Eliane. Sa voix semblait fatiguée, mais chaleureuse. Je peux entrer. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue debout, sa veste mouillée par la pluie, des sacs à la main, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. Malgré sa fatigue après une garde de 12 heures, elle souriait. Je vous ai apporté le dîner, a dit Zoé en entrant dans l'appartement et en enlevant sa veste. De la nourriture chinoise de ce restaurant du coin que vous aimez bien. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine, ai-je marmonné, l'aidant à poser les récipients sur la table. J'aurais pu préparer quelque chose. Zoé a secoué la tête. Aujourd'hui, c'est votre jour de repos, vous vous souvenez? Ordre du médecin. Nous nous sommes assis à table et Zoé a commencé à servir la nourriture dans les assiettes. Du riz, du poulet aigre-doux, des légumes. Des arômes familiers ont rempli la petite cuisine, créant une atmosphère chaleureuse. « Comment allez-vous aujourd'hui » a demandé Zoé, me tendant des baguettes. Elle savait que je les préférais à une fourchette, même si elles étaient difficiles à utiliser à mon âge. « Bien, ai-je répondu automatiquement, puis j'ai secoué la tête. « Non, pas bien. Je me sens vide, comme si quelque chose s'était brisé en moi. » Zoé a hoché la tête sans m'interrompre, me laissant le temps de parler. « Tu sais, je n'arrête pas de penser, où me suis-je trompée » ai-je continué, fixant mon assiette. « Que ai-je fait de mal pour que mon propre fils, pour qu'il devienne comme ça ?» Eliane, a dit Zoé doucement. « Ce n'est pas votre faute. Parfois, les gens changent, et pas toujours pour le mieux, surtout quand il y a des gens autour qui les influencent négativement. » Je savais qu'elle faisait allusion à Brigitte, mais je ne voulais pas blâmer ma belle-fille. Après tout, Laurent était un homme adulte capable de prendre ses propres décisions. Peut-être, ai-je dit, mais je suis sa mère. J'aurais dû le voir changer. J'aurais dû faire quelque chose. Zoé a posé ses baguettes et m'a regardé droit dans les yeux. Eliane, écoutez-moi. Vous avez été une bonne mère. Vous avez donné à votre fils tout ce que vous pouviez. De l'amour, des soins, une éducation, même une maison. Le fait qu'il ne l'apprécie pas en dit plus sur lui que sur vous. Ces paroles, prononcées avec une telle conviction, m'ont fait réfléchir. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'avais vraiment fait tout ce que je pouvais et que le problème n'était pas moi. Parlez-moi de vous, Eliane, a demandé Zoé soudainement, retournant à son repas. De votre vie avant de déménager ici, de votre mari, de l'éducation de Laurent. Et j'ai commencé à lui raconter. Comment j'ai rencontré Henri à un bal dans les années 50, comment il m'a courtisé, m'offrant des fleurs sauvages parce qu'il n'avait pas les moyens de m'offrir des roses. Notre petit mariage, les premières années de notre vie commune où nous joignions à peine les deux bouts. La naissance de Laurent, notre enfant tant attendu, tant désiré. Comment Henri travaillait 3 emplois pour que je puisse rester à la maison avec le bébé. Comment nous avons économisé pour une maison, celle-là même où vit maintenant mon fils. Laurent était un garçon si merveilleux, ai-je dit, perdu dans mes souvenirs. Attentionné, gentil, toujours à aider les voisins, à nourrir les chats errants, à m'apporter des fleurs. Du terrain vague derrière la maison. Je ne sais pas quand tout a changé. Les gens changent quand le monde qui les entoure change,
a dit Zoé pensivement. Parfois, pas pour le mieux. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange soulagement d'avoir enfin partagé tout cela avec quelqu'un qui écoutait vraiment. Et toi? Ai-je demandé, réalisant soudain à quel point je savais peu de choses sur la jeune fille qui était devenue plus proche de moi que mes propres petits-enfants. Tu ne parles jamais beaucoup de ta famille. Zoé a souri légèrement, mais une ombre a traversé ses yeux. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans. Mon père a déménagé dans une autre région et a fondé une nouvelle famille. Ma mère travaillait à 2 emplois pour nous nourrir. Et tes grands-parents? Mes grands-pères sont morts avant ma naissance. Ma grand-mère maternelle aussi. Ma grand-mère paternelle vivait aux Philippines, et je ne l'ai vue que quelques fois quand elle est venue en visite. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste un constat. Mais j'ai senti que derrière ces mots simples se cachait une histoire de solitude que nous comprenions si bien toutes les deux. Tu sais, a dit Zoé en enroulant des nouilles autour de ses baguettes. J'ai toujours envié mes amis qui avaient des grands-mères. Tu sais, de vraies, avec des rides, qui sentent la pâtisserie, qui racontent des histoires du passé, le genre qui tricotent des chaussettes pour Noël et qui gardent des bonbons dans leur poche. J'ai souri, me reconnaissant dans cette description. En effet, j'avais toujours des bonbons dans ma poche. D'abord pour Laurent, puis pour Gaël et Mélanie. Maintenant, l'habitude était restée, même s'il n'y avait personne avec qui partager les bonbons. C'est peut-être pour ça qu'on s'est si bien entendu, a continué Oé. Vous étiez en manque de petits-enfants, et moi, j'étais en manque de grand-mère. C'est une correspondance parfaite. Il y avait une vérité si simple dans ces paroles que ça m'a coupé le souffle. En effet, dès les premiers jours de notre rencontre, un lien spécial s'était formé entre nous. Pas seulement une politesse de voisinage, mais quelque chose de plus profond et de plus sincère. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Un espace minuscule avec un canapé usé et une vieille télévision. Zoé a sorti une tablette de son sac. Regardez ce que j'ai apporté, a-t-elle dit en allumant l'appareil. Vous pouvez regarder des films, lire des livres, discuter avec des gens. Je me suis dit que je vous montrerais comment l'utiliser. Pendant l'heure qui a suivi, Oé a patiemment expliqué comment fonctionnait la tablette, comment l'allumer, comment chercher des informations, comment agrandir le texte pour le rendre plus facile à lire avec ma vue défaillante. Mes doigts arthritiques glissaient maladroitement sur l'écran, mais Oé n'a pas montré la moindre impatience. Voilà, maintenant vous pouvez lire n'importe quel livre que vous voulez, a-t-elle dit en me montrant la bibliothèque électronique. Je sais combien vous aimez les romans policiers d'Agatha Christie. Toutes ces œuvres sont ici. J'étais stupéfaite. J'aimais en effet Agatha Christie, mais je ne me souvenais pas de l'avoir mentionnée. Zoé a dû remarquer les volumes usés sur mon étagère. C'est merveilleux, ai-je balbutié, sentant une boule dans ma gorge. Mais je ne peux pas accepter un cadeau aussi cher. Ce n'est pas un cadeau, a protesté Zoé. C'est juste ma vieille tablette. J'en ai acheté une nouvelle, et celle-ci aurait juste pris la poussière dans un tiroir. Je savais que ce n'était pas vrai. La tablette avait l'air neuve, sans une seule égratignure. Mais Zoé me regardait avec une joie si sincère que je ne pouvais pas refuser. Merci, ai-je dit doucement. Je serai très prudente avec. Allons, a ri Zoé. Elle ne se cassera pas même si vous la laissez tomber 1 ou 2 fois. Ces choses sont solides. Ce soir-là, Zoé est restée chez moi, disant qu'elle était trop fatiguée pour descendre à son appartement. Je lui ai préparé le canapé et lui ai apporté une couverture supplémentaire. Avant d'éteindre la lumière, j'ai remarqué qu'elle regardait une vieille photographie sur le mur. Moi, Henri et le petit Laurent lors d'un pique-nique au bord du lac. Vous étiez très belle, a dit Zoé. Je l'étais, ai-je convenu avec une pointe de tristesse. Il y a longtemps. Vous êtes belle maintenant, a-t-elle insisté, juste différemment. Avec une histoire dans les yeux. Ces mots m'ont réchauffé plus que la couverture chaude cette nuit-là. Les jours suivants ont marqué le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Zoé restait souvent avec moi après ses gardes, surtout les gardes de nuit, disant que cela lui évitait de réveiller son voisin du dessous, bien que je soupçonne que ce n'était pas la vraie raison. Elle s'inquiétait pour moi et ne voulait pas me laisser seule après ce qui s'était passé. Nous avons rapidement développé une sorte de rituel. Les jours où Zoé avait une garde de jour, je lui préparais le dîner à son retour. Les jours où elle avait des gardes de nuit, elle rentrait le matin et nous prenions le petit déjeuner ensemble avant qu'elle n'aille se coucher. Un jour, Zoé m'a trouvé en train de préparer une soupe de poulet d'après la recette de ma mère.
Ça sent divinement bon, a-t-elle dit en entrant dans la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Juste une soupe de poulet, ai-je répondu en remuant le bouillon. Avec des nouilles comme ma mère les faisait. Zoé s'est approchée, regardant dans la marmite avec intérêt. Vous m'apprendrez? A-t-elle demandé de manière inattendue. Je suis une cuisinière épouvantable. J'achète toujours des plats préparés, mais j'aimerais vraiment savoir faire quelque chose de vrai, de fait maison. J'ai été surprise et touchée par sa demande. Personne ne m'avait jamais demandé de lui apprendre à cuisiner. Ni Brigitte, ni Mélanie n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour mes compétences culinaires. Bien sûr, ma chère, ai-je dit, me sentant étrangement excitée. Ce n'est pas difficile du tout. Et j'ai commencé à lui expliquer comment faire le bouillon, quelles épices ajouter, comment faire des nouilles maison. Zoé écoutait avec une telle attention, comme si je lui révélais les plus grands secrets de l'univers, et non pas une simple recette de soupe. À partir de ce jour, nos leçons de cuisine sont devenues régulières. Je montrais à Zoé comment préparer les plats que je faisais autrefois pour ma famille. De la viande mijotée avec des légumes, une tarte aux pommes, du pain maison. Elle s'est avérée être une élève douée. Elle apprenait tout rapidement, expérimentait et n'avait pas peur de faire des erreurs. Vous savez, a-t-elle dit un jour alors que nous faisions des raviolis d'après une recette que j'avais apprise d'une voisine russe il y a de nombreuses années. Je pense que la nourriture est un moyen de transmettre l'amour à travers les générations. Quand vous m'apprenez à cuisiner les recettes de votre mère, c'est comme un fil qui relie le passé et le futur. J'ai regardé cette jeune fille, avec de la farine sur la joue, parler si sérieusement du lien entre les générations, et j'ai ressenti une vague de tendresse que l'on ressent habituellement pour ses propres petits-enfants. Tu as raison, ma puce, ai-je dit en lui serrant la main. C'est exactement comme ça. D'autres jours, Zoé m'apprenait à utiliser la technologie moderne. En plus de la tablette, elle m'a montré comment utiliser le smartphone que j'avais acheté il y a un an, mais que je n'avais jamais complètement maîtrisé. Elle m'a appris à passer des appels vidéo, à utiliser l'application de taxi et à commander des courses en ligne. Ça vous épargnera tellement d'efforts, a-t-elle dit en me montrant comment faire une liste de courses dans l'application. Plus de sacs lourds à portée du marché. J'étais reconnaissante pour ces leçons, même si je me sentais parfois désespérément vieille et maladroite, surtout quand mes doigts refusaient d'appuyer sur les bons boutons. Mais Zoé n'a jamais montré d'impatience. Elle expliquait encore et encore jusqu'à ce que je commence à comprendre. Un soir, environ 2 semaines après ce funeste dimanche, nous étions assises dans le salon à boire du thé. Zoé consultait des documents et je lisais un roman policier sur la tablette qu'elle m'avait donnée. Soudain, elle a levé les yeux vers moi avec une expression étrange. « Eliane, je peux vous poser une question personnelle ?» « Bien sûr, ma chère, » ai-je répondu en posant la tablette. « Avez-vous déjà officiellement transféré la maison à Laurent après la mort de votre mari ?» J'y ai réfléchi. Après la mort d'Henri, il y avait eu tant de paperasse, tant de documents à signer. Pour être honnête, je ne comprenais pas toujours ce que je signais. Laurent disait que c'était nécessaire, et je lui faisais confiance. « Tu sais, je ne suis pas sûre, » ai-je répondu. Je me souviens avoir signé des papiers les autorisant à vivre dans la maison, mais les-je transférés complètement à Laurent? Je ne pense pas. Cela semblait une complication inutile. J'ai toujours supposé que la maison lui reviendrait après ma mort. Zoé a hoché la tête comme pour confirmer une pensée. Avez-vous des documents pour la maison? Ils doivent être quelque part, ai-je dit en faisant un vague geste vers le vieux secrétaire contre le mur. Henri gardait toujours les papiers importants dans un dossier bleu. Je l'ai pris avec moi quand j'ai déménagé. Zoé a mis ses documents de côté et s'est approchée du bureau. Je peux jeter un coup d'œil. J'ai hoché la tête, ne sachant pas très bien où elle voulait en venir. Zoé a ouvert le tiroir du haut et a commencé à fouiller dans des dossiers et des enveloppes, les empilant soigneusement sur le bureau. Le voilà, s'est-elle exclamée quelques minutes plus tard, en sortant un dossier bleu usé. Nous avons examiné ensemble le contenu du dossier. Un certificat de mariage, de vieille police d'assurance, le testament d'Henri, et enfin les documents de la maison. Zoé les a étudiés attentivement, puis m'a regardé avec de grands yeux. « Eliane, » a-t-elle dit lentement. « D'après ces documents, la maison vous appartient toujours. Vous ne l'avez jamais transférée à Laurent. » J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes. En effet, mon nom était inscrit comme propriétaire. À côté, il y avait le nom d'Henri, barré, et marqué « décédé ». Mais je pensais.
ai-je marmonné, en essayant de digérer l'information. Laurent a dit qu'il payait l'hypothèque. Quelle hypothèque? Zoé a montré le document. Il est clairement indiqué ici que la maison a été entièrement payée dans les années 90. Vous et votre mari en étiez les seuls propriétaires depuis longtemps, sans aucun prêt. J'ai regardé les papiers, ressentant une étrange sensation grandir en moi. Un mélange de colère, de ressentiment et d'une sorte de sombre satisfaction. Pendant tout ce temps, ai-je chuchoté. Pendant tout ce temps, ils me mentaient. Ils disaient qu'ils avaient besoin d'argent pour l'hypothèque, pour les impôts de la maison, mais en réalité, a terminé Zoé doucement, la maison a toujours été et reste la vôtre. Vous leur avez permis d'y vivre, mais légalement, ils ne sont que des locataires. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, essayant de comprendre l'ironie de la situation. Pendant 15 ans, j'avais vécu dans un minuscule appartement loué, donnant la majeure partie de ma retraite à mon fils et à sa famille, soi-disant pour entretenir une maison qui m'appartenait en réalité. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Ai-je demandé, confuse. Dire la vérité à Laurent. Zoé s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Vous pouvez faire ce que vous voulez, Eliane. C'est votre maison, votre propriété. Si vous décidez de dire la vérité à Laurent, de réclamer la maison. Elle a fait une pause, ou de la vendre, c'est votre droit légal. Vendre la maison. L'idée ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant. La maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie, où j'avais élevé mon fils, où mon mari était mort. Mais maintenant, après que Laurent m'ait demandé un loyer pour y séjourner, l'idée ne semblait plus si sacrilège. Je dois y réfléchir, ai-je dit, en remettant soigneusement les documents dans le dossier. Zoé a hoché la tête, sans me presser. Bien sûr, c'est une grande décision. Mais quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps, me tournant et me retournant. Les souvenirs affluaient. Henri tondant la pelouse devant la maison. Le petit Laurent jouant dans le bac à sable que nous avions construit dans le jardin. Moi, étendant le linge sur les cordes entre les pommiers. Et puis, il y avait le visage de Laurent, déformé par la colère alors qu'il me demandait de l'argent pour que je puisse rester dans ma propre maison. Au moment où Zoé est rentrée de sa garde de nuit, j'avais pris ma décision. Je ne sais pas si c'était la bonne, mais c'était la seule que je pouvais prendre dans cette situation. Je veux vendre la maison, ai-je dit en lui versant son café. Je ne sais pas comment faire, mais je veux la vendre. Zoé a hoché la tête, ne montrant aucune surprise. Je vais vous aider, a-t-elle dit simplement. J'ai un ami, Marc, qui travaille dans une agence immobilière. Il vous expliquera comment tout cela fonctionne. J'ai regardé cette jeune femme qui était devenue plus proche de moi que ma propre famille au cours des dernières semaines, et j'ai senti quelque chose de nouveau grandir dans mon cœur. Pas seulement de la gratitude ou de l'affection, mais un véritable amour familial. Le genre que les grands-mères doivent ressentir pour leur petite fille, le genre que j'avais autrefois espéré ressentir pour Mélanie. Tu sais, ai-je dit, incapable de retenir mes larmes. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille qui viendrait me rendre visite, me raconterait sa vie, apprendrait à cuisiner mes plats spéciaux. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une grand-mère, a répondu Zoé doucement en me serrant la main. Une vraie grand-mère qui ferait des tartes, raconterait des histoires du passé et garderait des photos dans de vieux albums. Nous sommes restés là, nous tenant la main, comprenant sans mots que nous avions trouvé l'une en l'autre ce qui nous manquait tant à toutes les deux. Une vraie famille, liée non pas par le sang, mais par l'amour et l'attention. Si je vends la maison, ai-je dit après un moment, je peux acheter un appartement plus grand, avec 2 chambres, peut-être même un balcon. Ce serait merveilleux, a souri Zoé. Vous avez besoin d'un endroit où vous sentir à l'aise. J'ai secoué la tête. Non, pas seulement moi. Nous. Je veux que tu vives avec moi, Ohé. Si tu le veux, bien sûr. Zoé s'est figée, me regardant avec de grands yeux. Eliane, vous êtes sérieuse? Absolument. Je sais que ton appartement en bas est exigu et sombre, mais ensemble, nous aurons plus chaud. Zoé m'a jeté les bras autour du cou, et j'ai senti les larmes couler sur ses joues. J'aimerais vraiment ça, a-t-elle chuchoté. Vraiment beaucoup. Ainsi, autour d'une tasse de café matinal, est née une idée qui allait changer nos vies. Une idée basée non pas sur des liens de sang, mais sur quelque chose de bien plus important. Une attention et un amour sincères. La décision de vendre la maison n'a pas été facile. Chaque fois que j'y pensais, les souvenirs affluaient.
Henri clouant la balançoire au vieux chêne dans le jardin. Les premiers pas de Laurent sur le parquet du salon. Les dîners de famille autour de la grande table à Noël. Il y a 15 ans, quand j'ai quitté la maison, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je déciderais de la vendre. Le matin après notre conversation avec Zoé, je me suis réveillée avec le cœur lourd, mais avec une ferme résolution. Quand Zoé est rentrée de sa garde, je l'attendais avec le petit déjeuner. « Vous êtes sûre, Eliane ?» a-t-elle demandé en étalant de la confiture sur sa tartine. « C'est un grand pas. » J'ai hoché la tête, serrant ma tasse de thé des deux mains pour cacher le tremblement. « J'en suis sûre. J'ai vécu trop longtemps dans le passé, m'accrochant à des souvenirs et à des illusions. Il est temps de passer à autre chose. » Zoé m'a regardé attentivement, puis a hoché la tête et a sorti son téléphone. « Je vais appeler Marc. C'est le meilleur agent immobilier de Tours. Faites-moi confiance. » Marc Fournier est arrivé le soir même. Un grand jeune homme avec une barbe soignée et des yeux attentifs. Il m'a immédiatement fait une impression favorable. Zoé l'avait prévenu de la nature délicate de la situation, et Marc s'est montré compréhensif. « Madame Dubois. D'abord, nous devons nous assurer que la maison vous appartient vraiment, » a-t-il dit en parcourant les documents que Zoé et moi avions trouvés dans le dossier bleu. Parfois, il y a des nuances avec la propriété conjointe ou des charges. Il a étudié attentivement chaque document, prenant des notes dans un petit carnet. Finalement, il a levé les yeux et a souri. « Tout est en ordre. La maison est entièrement à vous, sans hypothèque ni privilège. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. » J'ai ressenti un étrange soulagement, comme si j'avais reçu la confirmation que j'avais droit à ma propre vie. « Et maintenant ?» ai-je demandé, me sentant légèrement étourdi par la prise de conscience de la gravité de la situation. « Maintenant, nous devons estimer la maison, » a répondu Marc. « Pour cela, je dois y jeter un coup d'œil. Mais étant donné les circonstances... » Il a hésité en jetant un coup d'œil à Zoé. « Mon fils ne doit pas être au courant de la vente, » ai-je dit. Fermement. Du moins pas avant que tout soit réglé. Marc a hoché la tête. « Je comprends. Dans ce cas, je peux faire une estimation préliminaire basée sur l'adresse, la superficie et les données sur des propriétés similaires dans votre quartier. Une inspection sera toujours nécessaire pour une estimation précise, mais nous pouvons trouver une excuse. » Nous avons longuement discuté de diverses options et avons finalement opté pour la plus simple. Marc se présenterait comme un employé d'une compagnie d'assurance effectuant une inspection de routine des maisons du quartier. Laurent est généralement au travail en semaine, ai-je dit, et Brigitte va souvent faire du shopping. Si nous avons de la chance, personne ne sera à la maison. Et si quelqu'un est là? A demandé Zoé. Alors je jouerai mon rôle, a répondu Marc avec confiance. Ne vous inquiétez pas, je sais être convaincant. Avant de partir, Marc m'a donné une estimation préliminaire de la maison basée sur les informations disponibles. Compte tenu du quartier, de la taille et du marché actuel, votre maison pourrait valoir entre 650 000 et 700 000 euros, a-t-il dit. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. Bien sûr, je vous donnerai un chiffre exact après avoir jeté un coup d'œil. Quand la porte s'est refermée derrière Marc, Zoé et moi nous sommes regardés. 650 000, ai-je chuchoté, essayant de comprendre le chiffre. Je n'aurais jamais pu imaginer. C'est beaucoup d'argent, Eliane, a dit Zoé doucement. Vous pouvez acheter un nouvel appartement, économiser pour des soins médicaux, voyager. J'ai secoué la tête, toujours sous le choc. Tu sais à quoi je pense? Comment Laurent m'a demandé de l'argent pour rester dans une maison qui vaut plus d'un demi-million et qui m'appartient? Zoé m'a serré la main. Il aura ce qu'il mérite. Mais ne pensez pas à ça maintenant. Pensez à l'avenir que vous pouvez vous offrir. Les jours suivants se sont passés dans une attente nerveuse. Marc a dit qu'il pourrait regarder la maison jeudi. D'après ce que j'avais observé, c'était le jour où Brigitte allait habituellement à son club, et Laurent restait tard au travail. Jeudi matin, Zoé m'a conduite dans un petit café près de notre maison. Nous nous sommes assises près de la fenêtre en sirotant un café pendant que je jetais nerveusement un coup d'œil à ma montre. « Ne vous inquiétez pas autant, » a dit Zoé, couvrant ma main de la sienne. Marc sait ce qu'il fait. À midi, Marc m'a appelé sur mon portable. Une autre innovation de Zoé qui s'est avérée très utile dans la situation actuelle. « Madame Dubois, tout s'est bien passé, » a-t-il rapporté. Personne n'était à la maison, donc j'ai pu regarder tranquillement. J'ai de bonnes nouvelles. Nous l'avons retrouvé 1 heure plus tard dans le même café.
Marc a apporté un dossier avec des documents et des photos de la maison. La maison est en bon état, bien qu'il y ait quelques points à revoir, a-t-il commencé en me montrant les photos. Le toit a besoin d'être réparé, et il y a des problèmes avec le drainage. Mais dans l'ensemble, elle est en meilleur état que ce à quoi je m'attendais. J'ai regardé tristement les photos. La maison avait l'air négligée. La peinture de la façade s'écaillait, le jardin était en friche et la clôture était tordue. Laurent n'avait clairement pas prêté beaucoup d'attention à l'entretien de la maison, malgré tout l'argent que je lui avais donné pour les réparations. Compte tenu de son état actuel et de son emplacement, j'estime la valeur de la maison à 675 000 €, a dit Marc. C'est un bon prix, surtout maintenant que le marché est à la hausse. J'ai hoché la tête en silence, incapable de mettre des mots sur le mélange d'émotions que je ressentais. La joie de réaliser que j'avais une richesse inattendue se mêlait à la tristesse de devoir me séparer de la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie. Quelle est la suite ? Ai-je demandé, rassemblant mes esprits. Ensuite, nous mettons la maison en vente, a répondu Marc. Je vais préparer tous les documents nécessaires. Compte tenu des spécificités de la situation, je suggère que nous agissions rapidement et, si possible, trouvions un acheteur prêt à conclure l'affaire sans publicité inutile. Et les locataires ? Je n'arrivais pas à appeler mon fils et sa famille des locataires, mais légalement, c'est ce qu'ils étaient. Selon la loi, vous devez les informer de la vente de la maison, a dit Marc. Mais vous pouvez le faire après la conclusion de la transaction. Les nouveaux propriétaires seront tenus de donner à votre fils et à sa famille un préavis de 30 jours pour déménager. J'ai ressenti un pincement de conscience. 30 jours, ce n'est pas beaucoup de temps pour trouver un nouveau logement. Mais je me suis souvenu de la façon dont Laurent m'avait demandé de l'argent pour rester dans ma propre maison. Et ma conscience s'est tue. D'accord, ai-je dit fermement. Faisons-le. Marc s'est avéré être un vrai professionnel. 2 jours plus tard, il a rapporté qu'il avait trouvé des acheteurs potentiels, une jeune famille nommée Cartier, qui venait de s'installer à Tours et cherchait une maison dans notre quartier. Ils ont vu les photos et sont très intéressés, a dit Marc au téléphone. Ils veulent voir la maison le plus tôt possible. Mais comment faire ? Laurent et Brigitte. Ne vous inquiétez pas, m'a rassuré Marc. J'ai arrangé ça pour demain, quand vous avez dit que personne ne serait à la maison. Je leur dirai que les propriétaires sont absents et m'ont demandé de leur montrer la maison. Le plan a fonctionné parfaitement. Le lendemain, Marc a montré la maison à la famille Cartier, Jérémy et Laure, un jeune couple avec une petite fille. Le soir, il est venu chez nous avec Zoé avec de bonnes nouvelles. Ils aiment beaucoup la maison, a-t-il dit en acceptant une tasse de thé. Ils sont prêts à payer le prix total, 675 000 €. J'ai presque pleuré de soulagement. Tout s'était passé si vite que cela semblait irréel. Sont-ils de bonnes personnes ? Ai-je demandé, en pensant à la maison qui avait été le centre de mon univers pendant tant d'années. Marc a souri d'un air entendu. Très. Jérémy est ingénieur et Laure est enseignante. Ils ont une fille, Emma, qui a 3 ans. Ils rêvent d'avoir une grande famille et aiment les vieilles maisons avec du caractère comme celle-ci. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. L'idée qu'une famille heureuse vivrait à nouveau dans la maison, que des enfants y grandiraient, me réchauffait le cœur. Quand pouvons-nous conclure la transaction ? A demandé Oé, qui avait été plus pragmatique que moi tout au long du processus. Si tout se passe bien, dans 1 semaine, a répondu Marc. Les quartiers ont déjà été approuvés pour un prêt immobilier, donc il ne devrait pas y avoir de problème de financement. La semaine a filé à toute allure. J'ai signé les documents, répondu aux questions de Marc et essayé de m'habituer à l'idée que je serais bientôt une femme relativement riche. Pendant ce temps, Laurent n'a jamais appelé, ni pour s'excuser de son comportement, ni même pour savoir comment j'allais. Son silence a renforcé ma résolution. Le jour de la clôture, Zoé et moi sommes arrivés à l'agence immobilière. J'étais si nerveuse que Zoé a dû me tenir la main pendant que je signais les derniers documents. Félicitations, Madame Dubois, a dit Marc en me serrant la main après que toutes les formalités aient été accomplies. Vous avez maintenant officiellement vendu votre maison et êtes plus riche de 675 000 €. J'ai regardé le chèque dans mes mains, incapable de croire que cela m'arrivait. La femme qui, il y a à peine un mois, comptait chaque centime, tenait maintenant dans ses mains plus d'argent qu'elle n'en avait jamais gagné de toute sa vie. Et Laurent ? Ai-je demandé, me souvenant soudain de mon fils. Quand le saura-t-il ? Les nouveaux propriétaires enverront un avis d'expulsion officiel dans les 3 jours, a répondu Marc.
Votre fils et sa famille auront 30 jours pour quitter les lieux. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange vide à l'intérieur. Ce n'était pas de la joie malsaine, ni du triomphe. Juste la prise de conscience qu'une étape de ma vie était enfin terminée. Sur le chemin du retour, Zoé est restée silencieuse, me laissant sombrer dans mes pensées. Ce n'est que lorsque nous montions les escaliers de mon appartement qu'elle s'est soudainement arrêtée et s'est tournée vers moi. « Eliane, je voulais vous parler », a-t-elle dit sérieusement. « De votre futur logement. » J'ai hoché la tête. C'était une question que j'avais remise à plus tard. Où vivre ensuite? Bien sûr, maintenant je pouvais me permettre un appartement plus agréable, peut-être même une petite maison. Mais l'idée de vivre seule dans un nouvel endroit m'effrayait. Je sais que vous pensez à acheter un nouvel appartement, a continué Zoé alors que nous entrions dans mon minuscule salon. Mais j'ai une autre suggestion. Elle s'est assise sur le canapé, tripotant nerveusement le bord de son uniforme médical. Vous vous souvenez que je vous ai dit que je louais l'appartement du dessous avec une colocataire? J'ai hoché la tête, ne sachant pas où elle voulait en venir. Eh bien, Rachel déménage le mois prochain. Son petit ami l'a demandé en mariage et ils vont s'installer ensemble. Je cherchais une nouvelle colocataire, mais ensuite j'ai pensé. Zoé a pris une profonde inspiration. Voudriez-vous emménager avec moi? Mon appartement a 2 chambres. Il est plus grand que le vôtre. Et Zoé, l'ai-je interrompu doucement, touché par son offre, mais sentant le besoin d'être honnête. Tu es une jeune femme. Tu as besoin d'une colocataire de ton âge. Quelqu'un avec qui tu peux aller à des fêtes, discuter de rendez-vous. Pas une vieille femme avec de l'arthrose qui s'endort à 21h. Zoé a secoué la tête, les yeux remplis de larmes. Eliane, vous ne comprenez pas. Je ne cherche pas une colocataire pour faire la fête. Je veux que vous viviez avec moi. J'aime cuisiner avec vous, regarder de vieux films, écouter vos histoires. Vous êtes devenus comme ma famille. Ces derniers mots m'ont transpercé jusqu'au cœur. Famille. Ce qui m'avait manqué toutes ces années. Ce que j'avais désespérément essayé de retenir. M'accrochant à Laurent et aux petits-enfants qui ne voulaient pas de moi. Zoé, je ne veux pas être un fardeau, ai-je dit doucement. Tu as ta propre vie, tes propres projets. Vous n'êtes pas un fardeau, s'est exclamée Zoé avec une telle ferveur que j'ai sursauté. Vous êtes comme la grand-mère que je n'ai jamais eue. Vous vous souciez de moi. Vous m'apprenez à cuisiner. Vous écoutez mes problèmes. J'ai besoin de vous, Eliane. J'ai regardé cette jeune femme, si sincère et ouverte, et j'ai senti la carapace de glace que j'avais construite autour de mon cœur après toutes mes déceptions fondre. Et la 2e chambre? Ai-je demandé, essayant de trouver des objections rationnelles. N'est-elle pas occupée? Zoé a fait un geste de la main. Je l'utilise comme débarras. Elle est pleine de choses dont je ne me souviens même pas pourquoi je les ai gardées. On pourrait tout trier, jeter ce dont on n'a pas besoin, y mettre votre lit, une commode. Elle parlait avec un tel enthousiasme que je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. L'idée de vivre avec Zoé, d'avoir quelqu'un autour de moi qui se souciait vraiment de moi, était très séduisante. Mais la peur d'être un fardeau persistait. Et si tu veux inviter un garçon? Ai-je demandé, m'accrochant au dernier argument. Ne seras-tu pas gêné d'avoir une vieille dame dans la chambre d'à accent grave côté? Zoé a ri. Eliane, croyez-moi, si j'avais un petit ami, il devrait vous prendre dans le lot. En plus, elle a baissé la voix à un murmure conspirateur. Je ne suis sortie avec personne depuis des lustres. Travailler à l'hôpital me vide de toute mon énergie. J'ai regardé cette jeune femme, si jeune et pleine de vie, et j'ai pensé à quel point le monde était étrange. Ma propre famille m'avait tourné le dos, et cette fille qui ne m'était pas apparentée par le sang m'offrait sa maison et son cœur. J'aimerais vraiment que vous emménagiez avec moi, Eliane, a dit Zoé doucement, voyant mon hésitation. Mais seulement si vous le voulez. Je comprendrai si vous préférez vivre seule. Il y avait une telle sincérité dans ses yeux, une préoccupation si authentique que tous mes doutes ont fondu. Je le veux aussi, ai-je dit doucement. Je le veux vraiment beaucoup. Le visage de Zoé s'est illuminé d'un sourire joyeux. Elle s'est précipitée pour m'embrasser, et j'ai senti ses larmes couler sur mon épaule. Nous aurons une vie merveilleuse ensemble. Vous verrez, s'est-elle exclamée en s'écartant. J'ai tellement de projets. On pourrait réaménager la cuisine. Elle est un peu à l'étroit, mais si on déplace le réfrigérateur, et on pourrait rendre la salle de bain plus confortable pour vous, y mettre des barres d'appui, un tapis antidérapant.
Je l'écoutais avec un sourire, la regardant arpenter la pièce, agitant les bras et dessinant des plans pour notre futur foyer dans les airs. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment heureuse. Zoé et moi avons passé les jours suivants à préparer mon déménagement. J'ai trié les affaires que j'avais accumulées au fil des années dans mon petit appartement, décidant quoi emporter et quoi laisser. Pendant ce temps, Zoé vidait la deuxième chambre de son appartement, jetant de vieilles choses et déplaçant les objets nécessaires dans le débarras du couloir. « Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier », s'est-elle exclamée un soir, entrant dans mon appartement avec quelque chose de grand enveloppé dans un vieux drap. Déballant le tissu, elle m'a montré un vieux fauteuil à bascule en bois. Il était là depuis que j'ai emménagé. Je pense qu'un des locataires précédents l'a laissé. Il est un peu usé, mais si on le nettoie et qu'on le peint. J'ai passé la main sur le bois lisse, sentant la chaleur émanant du vieux meuble. J'ai eu autrefois un fauteuil similaire dans lequel je berçais le petit Laurent. Il est magnifique, ai-je dit en souriant. Merci, Zoé. Ensemble, nous avons restauré le fauteuil. Nous avons enlevé la vieille peinture, poli le bois et l'avons recouvert d'un nouveau vernis. J'ai appris à Zoé à travailler le bois, et elle m'a montré des outils modernes dont je n'avais jamais connu l'existence. Samedi, quand le fauteuil a été terminé et installé dans ma future chambre, nous nous sommes assises par terre, fatiguées mais satisfaites de notre travail. Vous savez, a dit Zoé en s'adossant au mur. Je n'aurais jamais pensé qu'à 32 ans, je serais si heureuse de vivre avec une femme de 78 ans. J'ai ri. Et moi, je n'aurais jamais pensé qu'à 78 ans, je restaurerais des meubles avec une jeune infirmière et que je planifierais un déménagement. Nous avons ri toutes les deux, et à ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. Le numéro était inconnu. « Allô » ai-je répondu, toujours en souriant. « Madame Dubois, c'est Jérémy Cartier », a dit une jeune voix masculine à l'autre bout du fil. « Nous avons acheté votre maison de l'avenue des Marronniers. » Mon sourire s'est effacé, et je me suis redressée, instantanément tendue. « Oui, monsieur Cartier. Y a-t-il un problème ? » ? Non, non. Tout va bien, s'est-il empressé de me rassurer. Je voulais juste vous informer que nous avons envoyé un avis d'expulsion formel à votre fils et à sa famille. Il devrait l'avoir reçu hier. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Laurent savait donc déjà. Il avait déjà compris que la maison était vendue et qu'il devrait déménager dans les 30 jours. Merci de me le faire savoir, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. De rien, a répondu Jérémy. Et je voulais aussi vous remercier de nous avoir vendu cette maison. Laure et moi en sommes tombés amoureux au premier regard. Elle est parfaite pour notre famille. Ces paroles m'ont touchée de manière inattendue. L'idée qu'une jeune famille aimante vivrait maintenant dans la maison où j'avais autrefois été si heureuse m'a apporté un étrange réconfort. Je suis contente que la maison soit entre de bonnes mains, ai-je dit sincèrement. Après avoir dit au revoir à Jérémy, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé Zoé, qui me regardait anxieusement. Laurent a reçu un avis d'expulsion, ai-je dit. Zoé a hoché la tête, le visage sérieux. Ça va. Je me suis demandé. Est-ce que ça allait ? Mon fils, ma chair et mon sang, venait d'apprendre qu'il perdait la maison dans laquelle il avait vécu la majeure partie de sa vie. La maison que je lui avais permis d'appeler la sienne. Devrais-je me sentir coupable, pleine de remords ? Mais au lieu de ces sentiments, je ne ressentais qu'un étrange calme. C'était comme si une longue et épuisante pièce de théâtre était arrivée à sa fin. Une pièce dans laquelle j'avais joué un rôle qui était devenu trop lourd à porter. Oui, ai-je finalement répondu. Je vais bien. Zoé m'a regardé attentivement, puis a hoché la tête comme si elle avait pris une décision. Eh bien, a-t-elle dit en se levant et en époussetant son jean. Puisque nous avons fini avec le fauteuil, et si on s'attaquait à l'armoire ? J'ai trouvé de superbes vieux meubles à la brocante du coin qui, je pense, seraient parfaits pour votre chambre. J'ai regardé cette jeune femme qui était devenue plus proche de moi que ma propre famille et j'ai ressenti une vague de gratitude. Zoé ne m'avait pas seulement offert une maison. Elle m'avait donné un nouveau départ, un nouveau but, une nouvelle vie. Bien sûr, ai-je dit en prenant sa main tendue et en me levant. Commençons par l'armoire. Et nous avons continué à construire notre nouvelle vie pendant que l'ancienne était inexorablement détruite derrière nous. Laurent avait reçu son avis d'expulsion. Les Cartier se préparaient à déménager. Et moi, je commençais enfin à vivre pour moi-même, avec une personne qui se souciait véritablement de moi. Attendre l'appel de Laurent a été la partie la plus difficile. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais,
pensant que c'était lui. Mais les jours passaient et mon fils n'appelait pas. Peut-être était-il trop choqué ou trop en colère pour me parler, mais son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. Finalement, le 7e jour après avoir reçu l'avis, le téléphone a sonné tard dans la soirée. J'étais assise dans le fauteuil à bascule que Zoé et moi avions déjà déménagé dans ma nouvelle chambre, en train de lire un livre. Zoé travaillait de nuit. Quand j'ai vu le nom de mon fils sur l'écran, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Allô ». Le moment de vérité était arrivé, et j'y étais préparée. Prête à la colère de Laurent, à ses accusations, peut-être même à ses supplications. Mais j'étais déterminée à tenir bon. Il était temps de penser à moi, à mon avenir. Et cet avenir, je le voyais avec Zoé, dans notre nouvelle maison commune, et non pas en m'accrochant à un passé où je n'étais pas appréciée. Notre nouvelle maison commune. L'idée me semblait encore merveilleuse et un peu irréelle. L'appartement de Zoé était beaucoup plus spacieux que ma minuscule chambre. Un vrai 3 pièces avec une cuisine séparée, pas seulement une niche pour cuisiner. Ma future chambre avait servi de débarras, mais une fois débarrassée de ses vieilleries, elle s'est avérée être une pièce confortable avec une fenêtre donnant sur une cour tranquille. Zoé et moi avions passé le week-end à la préparer. Nous avions peint les murs d'un bleu doux, ma couleur préférée, accroché de nouveaux rideaux et assemblé un lit acheté dans un dépôt-vente. Le fauteuil à bascule trônait près de la fenêtre. Dimanche soir, la chambre était prête, et j'avais hâte d'emménager. Mais d'abord, je devais m'occuper de Laurent. Je savais que l'appel était inévitable. Tôt ou tard, mon fils me contacterait, et je devrais expliquer mes actions. Mais je ne m'attendais pas à ce que la conversation ait lieu si tôt. Le téléphone a sonné lundi soir alors que je me préparais à aller au lit. En voyant le nom de Laurent sur l'écran, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Allô ». Maman, la voix de Laurent était tendue, avec une colère mal dissimulée. C'est vrai. Quoi exactement, Laurent ? Ai-je demandé calmement, même si mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de ma poitrine. Ne joue pas la comédie avec moi, a-t-il presque crié. On a reçu un stupide avis d'expulsion. Une certaine famille quartier prétend avoir acheté notre maison. C'est une erreur, n'est-ce pas ? J'ai pris une autre profonde inspiration. Non, Laurent, ce n'est pas une erreur. J'ai vendu la maison. Il y eut un tel silence que pendant un instant, j'ai cru que la ligne avait été coupée. Quoi ? A-t-il finalement expiré ? Tu as perdu la tête ? Comment as-tu pu vendre notre maison ? Pas la nôtre, Laurent. Les jeux corrigeaient doucement. La mienne. La maison a toujours été la mienne. Je ne t'ai jamais transféré l'acte de propriété. Silence à nouveau, puis un rire nerveux. Maman, tu te trompes. Brigitte et moi payons l'hypothèque depuis toutes ces années. Non, Laurent, ai-je interrompu, me sentant étrangement calme. La maison a été entièrement payée du vivant de ton père. Il n'y avait pas d'hypothèque. Vous m'avez menti pendant toutes ces années. Je n'ai pas, ce n'est pas. Il a bafouillé. Puis sa voix s'est durcie. D'accord. Disons que tu l'as fait. Mais comment as-tu pu vendre la maison sans nous le dire ? Où sommes-nous censés vivre maintenant ? On a 30 jours pour déménager. C'est de la folie. C'est de ta faute, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. Quand tu m'as demandé de l'argent pour rester dans ma propre maison, tu as franchi une ligne. Mon Dieu, maman, s'est exclamé Laurent. C'était juste une mauvaise journée. Je ne le pensais pas. Non, Laurent, c'est exactement ce que tu pensais, ai-je répondu. Et il ne s'agit pas seulement de ce jour-là. Il s'agit des 15 années où vous avez pris mon aide pour acquise, pris mon argent, mais n'avez jamais trouvé le temps de me rendre visite, ni même d'appeler si vous n'aviez pas besoin de quelque chose. On était tous occupés, a-t-il marmonné. On a nos propres vies. Moi aussi maintenant, ai-je dit fermement. J'ai vendu la maison parce qu'elle était à moi et que j'en avais tout à fait le droit. Vous devrez trouver un nouveau logement. J'ai entendu Laurent prendre une profonde inspiration, comme pour essayer de se calmer. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Elle était plus douce, insinuante. Maman, écoute. Je comprends que tu sois contrariée. J'ai eu tort de dire ces choses-là, mais vendre la maison, c'est trop. Peut-être qu'on peut arranger ça. Où ira l'argent de la vente ? Voilà, ai-je pensé. C'est la vraie raison de son appel. Pas l'inquiétude de savoir où ils vont vivre, mais la peur que l'argent de la vente de la maison, argent sur lequel il comptait probablement après ma mort, lui échappe. L'argent servira à ma nouvelle vie,
Laurent, ai-je dit calmement. Je déménage dans un nouvel appartement. Je vais voyager, peut-être même reprendre mes anciens passe-temps, le tricot, le jardinage. Mais maman, sa voix est devenue presque suppliante. C'est la maison de famille. Elle devait rester dans la famille, aller à Gaël et Mélanie. Les mêmes Gaël et Mélanie qui ne m'ont pas appelé depuis des années. Ai-je demandé avec un sourire amer. Qui ne se souviennent pas de mon anniversaire, qui ne s'intéressent pas à ma vie. Ils sont jeunes. Ils ont leur propre vie, a commencé à se justifier Laurent, mais je l'ai coupé. Non, Laurent. Il ne s'agit pas de jeunesse ou d'être occupé. Il s'agit du fait que vous avez cessé de me considérer comme faisant partie de la famille. Je suis devenu pour vous un distributeur de billets et une baby-sitter gratuite. Rien de plus. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté. On a toujours. Toujours quoi? Je n'ai pas pu me retenir. Toujours heureux de prendre mon argent? Toujours vous souvenu de moi quand vous aviez besoin de quelque chose? Oui, c'est vrai. Mais quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que Gaël ou Mélanie sont venus rendre visite à leur grand-mère au lieu de demander de l'argent pour un nouveau téléphone ou des vêtements? Laurent s'est tu, et dans ce silence, j'ai senti qu'il réalisait enfin la vérité sur notre relation. Je t'ai toujours aimé, Laurent, ai-je continué plus doucement. Et je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Mais je ne peux plus vivre comme ça. J'ai 78 ans, et je veux passer le reste de ma vie à me sentir valorisé et aimé, pas utilisé et oublié. Et où vas-tu vivre? A-t-il demandé amèrement. Dans une maison de retraite. Non, ai-je répondu. Je vais vivre avec Zoé. Qui est Zoé? J'ai souri en pensant à la fille qui était devenue plus proche de moi que mes propres petits-enfants. Ma voisine, ou plutôt ma future ex-voisine et nouvelle colocataire. Nous allons vivre ensemble. Tu vas vivre avec une inconnue? A demandé Laurent, incrédule. Au lieu de ta propre famille. Zoé n'est pas une inconnue, ai-je dit doucement. Elle s'est plus souciée de moi que vous tous réunis au cours des 10 dernières années. Elle écoute mes histoires, cuisine avec moi, m'aide avec mes courses. Elle me voit comme une personne, Laurent, pas comme un fardeau ou un portefeuille sur pattes. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre la respiration lourde de mon fils et je l'imaginais luttant avec ses émotions. La colère, la peine, peut-être même la honte. Alors c'est comme ça, a-t-il finalement dit. Tu nous coupes simplement de ta vie. Non, Laurent, ai-je soupiré. C'est vous qui m'avez coupé de votre vie il y a des années. J'ai juste fini par l'accepter et j'ai décidé de passer à autre chose. Et l'argent, a-t-il lâché, en arrivant enfin à ce qui le dérangeait vraiment. Tu as eu plus d'un demi-million pour la maison. Tu ne vas pas aider ton propre fils? On a une hypothèque. Mélanie est à l'école. Laurent, les jeux interrompus doucement. Vous n'avez pas d'hypothèque. Vous vivez dans ma maison gratuitement depuis toutes ces années. Et l'argent que je vous ai donné pour les réparations et les impôts, où est-il passé? Il s'est tu, manifestement pas préparé à une question aussi directe. On a eu des dépenses, a-t-il marmonné. Les enfants, les voitures, les vacances. Exactement, ai-je hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. Vous avez mené la grande vie à mes frais pendant que je lésinais sur mes médicaments. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Tu ne peux pas nous faire ça. La colère est revenue dans sa voix. On est ta famille. La famille, ce n'est pas seulement le sang, Laurent, ai-je dit doucement. La famille, c'est l'attention, le respect, l'amour. Je n'ai rien vu de tout ça de votre part depuis des années. Tu le regretteras, a-t-il menacé. On contestera la vente de la maison. Tu es vieille. Les tribunaux décideront que tu n'étais pas saine d'esprit. Ces mots auraient dû me blesser, mais au lieu de la douleur, je n'ai ressenti que de l'épuisement. Fatigué de la manipulation, des tentatives de me faire sentir coupable, du fait que mon propre fils pensait pouvoir m'intimider. Tu peux essayer, Laurent, ai-je dit calmement. Mais Marc, mon agent immobilier, s'est assuré que toute la paperasse était en ordre. De plus, j'ai passé un examen médical avant la conclusion de la transaction pour confirmer ma capacité juridique. Alors, ne perds pas ton temps et ton argent en justice. C'était un mensonge. Il n'y avait eu aucun examen médical. Mais Laurent ne pouvait pas le savoir, et je l'ai entendu soupirer lourdement, réalisant l'inutilité de ses menaces. Et maintenant? A-t-il demandé après une pause. Où allons-nous aller? C'est votre problème, Laurent, ai-je répondu.
Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau logement. Avec ton salaire et celui de Brigitte, vous pouvez facilement vous permettre un bel appartement ou même une petite maison. Mais on est habitué à cette maison, a-t-il continué d'insister. Les enfants ont grandi ici. Tous nos amis sont dans ce quartier. Tu sais ce qui est ironique, Laurent? Les jeux interrompus. Si tu avais été un peu plus gentil avec moi, si tu m'avais traité comme une mère au lieu d'un distributeur de billets, je n'aurais jamais vendu la maison. Je te l'aurais laissé dans mon testament, comme je l'avais toujours prévu. Il y eut un silence. Je pouvais presque entendre le cerveau de mon fils travailler, réalisant toute l'étendue de son erreur. « Maman », a-t-il finalement dit, sa voix sonnant différemment, sans colère ni manipulation, juste fatiguée et confuse. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien, Laurent, » ai-je répondu doucement. « Accepte-le et passe à autre chose, comme je le fais. »« Mais où allons-nous aller ?» a-t-il répété. 30 jours, c'est si peu de temps. J'ai soupiré. Malgré tout ce qui s'était passé, il était toujours mon fils. Et quelque part au fond de moi, je ressentais toujours le besoin de le protéger, de l'aider. Je ne te donnerai pas d'argent pour une nouvelle maison, ai-je dit fermement. Mais si vous avez besoin de temps, je peux parler au quartier. Peut-être qu'ils accepteront de prolonger le délai d'expulsion à 60 jours au lieu de 30. Cela devrait être suffisant pour trouver un nouveau logement. Tu ferais ça? Sa voix était surprise. Oui. Laurent, ai-je répondu avec lassitude. Parce que malgré tout, je suis toujours ta mère et je ne veux pas que toi ou les enfants vous retrouviez à la rue. Après une pause, il a dit doucement, merci. Ce « merci » était le premier mot de gratitude sincère que j'entendais de sa part depuis de nombreuses années. Et bien que je sache que notre relation ne serait plus jamais la même, dans ce simple merci, il y avait une petite lueur d'espoir que peut-être, avec le temps, nous pourrions construire quelque chose de nouveau, basé sur le respect mutuel, et non sur la dépendance et la culpabilité. Au revoir, Laurent, ai-je dit doucement. Je t'appellerai quand j'aurai parlé au quartier. J'ai raccroché, me sentant étrangement soulagé. La conversation ne s'était pas aussi mal passée que je l'avais craint. Oui, il y avait eu des accusations et des menaces, mais à la fin, nous étions parvenus à une sorte de compréhension, ou du moins à une trêve. J'étais assise en silence, réfléchissant à notre conversation, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Zoé était rentrée du travail plus tôt que d'habitude. « Eliane, vous êtes réveillée ?» a-t-elle appelé en entrant dans l'appartement. « Dans la cuisine », ai-je répondu, en essuyant mes dernières larmes. Zoé est entrée, toujours dans son uniforme médical, le visage fatigué mais heureux. En voyant mon expression, elle a tout de suite su que quelque chose s'était passé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé en s'asseyant à côté de moi. « Vous avez pleuré ?» J'ai hoché la tête. Laurent a appelé. Il a reçu l'avis d'expulsion. Zoé m'a pris la main, ses yeux pleins de sympathie. Comment a-t-il réagi? Au début, il était en colère et a menacé de porter plainte, ai-je dit avec un faible sourire. Puis il a commencé à marchander, laissant entendre qu'il avait besoin de l'argent de la vente de la maison. Et puis, il a juste demandé où ils allaient aller. Et qu'avez-vous dit? J'ai soupiré. Je lui ai dit que c'était leur affaire, mais j'ai proposé de parler au quartier pour prolonger le délai d'expulsion à 60 jours. Zoé a hoché la tête. C'est très généreux de votre part, compte tenu de la façon dont ils vous ont traité. Il est toujours mon fils, ai-je répondu simplement. Et peu importe ce qu'il fait, je ne veux pas que ses enfants se retrouvent sans abri. Zoé m'a serré dans ses bras, et je me suis sentie protégée et comprise. Il y avait plus d'amour et de soutien dans ce simple geste que dans tous les mots de Laurent au cours des dernières années. Vous êtes une femme incroyable, Eliane, a dit Zoé en s'écartant. Et je suis si contente que nous allions bientôt vivre ensemble. J'ai souri, sentant le poids de la conversation se lever progressivement. Moi aussi, ma chère. Moi aussi. Le lendemain, j'ai appelé Jérémy Cartier et lui ai expliqué la situation. À ma grande surprise, il a immédiatement accepté de prolonger la date d'expulsion. Nous comprenons que trouver un nouveau logement peut prendre du temps, a-t-il dit. 60 jours, ce n'est pas un problème. Nous pouvons rester chez les parents de Laure en attendant. J'ai été touchée par sa compréhension et rassurée que la maison soit entre de bonnes mains. Après cela, j'ai appelé Laurent et lui ai annoncé la bonne nouvelle. Il s'est montré prudemment reconnaissant et a promis qu'il commencerait à chercher un nouveau logement immédiatement. « Maman », a-t-il dit avant de raccrocher.
Je suis désolée pour tout. Ce n'était pas une excuse complète, mais pour Laurent, qui n'avait jamais reconnu ses erreurs, c'était un grand pas. J'ai accepté ces mots avec gratitude, sachant que la véritable réconciliation prendrait beaucoup plus de temps et d'efforts de part et d'autre. Les jours suivants se sont passés à préparer mon déménagement. Zoé et moi avons continué à meubler ma future chambre, transportant les choses par l'eau pour ne pas avoir à porter de lourdes charges. À la fin de la semaine, presque tout était prêt. Il ne restait que quelques babioles et les finitions. Samedi matin, alors que nous prenions le petit déjeuner dans la cuisine de Zoé, mon téléphone a sonné. C'était Mélanie, ma petite fille, qui ne m'avait pas appelée depuis des mois. Mamie. Sa voix semblait incertaine, presque effrayée. Oui, ma chérie, ai-je répondu, en essayant de cacher ma surprise. J'ai entendu parler de la maison, a-t-elle commencé. Papa a dit que tu l'avais vendue. Oui, c'est vrai, ai-je confirmé, m'attendant à des accusations ou à des reproches. Mais au lieu de cela, Mélanie a demandé doucement. Je peux venir te parler? J'ai été si surprise que je suis restée sans voix un instant. Mélanie, ma petite fille, qui m'avait évitée pendant des années, voulait soudain venir me parler. Bien sûr, ma chérie, ai-je finalement répondu. Quand serait un bon moment? Aujourd'hui, a-t-elle suggéré. Je peux être là vers 14 heures. Je t'attendrai, ai-je dit, n'arrivant toujours pas à croire que cette conversation avait vraiment lieu. Après avoir raccroché, Zoé m'a regardé avec curiosité. C'était qui? Mélanie, ai-je répondu, toujours sous le choc. Elle veut venir me parler aujourd'hui. Zoé a souri. C'est bien, non? Peut-être qu'elle a réalisé à quel point vous êtes importantes l'une pour l'autre. J'ai hoché la tête, bien que l'espoir et la peur se battent en moi. Et si Mélanie ne venait que pour me faire des reproches, demander de l'argent ou simplement exécuter les ordres de Laurent? Ne vous inquiétez pas autant, a dit Zoé doucement, remarquant mon anxiété. Quoi qu'il arrive, je serai là pour vous. Si vous voulez, je peux rester avec vous quand elle viendra. Non, j'ai secoué la tête. Je pense que nous devons parler seuls. Mais merci de proposer. Zoé a hoché la tête avec compréhension. Alors j'irai chez Rachel l'aider à déménager. Je serai de retour ce soir. J'étais reconnaissante de son tact. Zoé savait toujours quand proposer son aide et quand me laisser seule. J'ai passé toute la journée sur les nerfs, préparant l'arrivée de Mélanie. J'ai préparé ses biscuits aux pépites de chocolat préférés, une recette qu'elle adorait enfant. J'ai mis ma plus belle robe et j'ai même appliqué un peu de rouge à lèvres, une habitude que j'avais presque abandonnée ces dernières années. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Mélanie, plus grande que dans mon souvenir, dans un élégant tailleur en lin, les cheveux relevés en un chignon soigné. Elle avait l'air si adulte, presque comme une étrangère. « Salut, mamie » a-t-elle dit doucement. « Bonjour, ma chérie » ai-je répondu en m'écartant pour la laisser entrer. « Entre. J'ai fait tes biscuits préférés. » Mélanie est entrée en regardant autour d'elle. Elle n'était pas venue dans mon appartement depuis plusieurs années, et semblait surprise de voir à quel point il était petit et modeste. « C'est chaleureux » a-t-elle dit, en essayant clairement d'être polie. « C'est temporaire » ai-je répondu en la conduisant dans la cuisine. « Je déménage bientôt. »« Oui, papa l'a dit » a hoché la tête Mélanie en s'asseyant à table. « Tu vas vivre avec une femme. »« Avec Zoé. » ai-je corrigé en versant le thé. « C'est une infirmière, ma voisine. Ou plutôt, elle sera bientôt ma colocataire. » Mélanie a hoché la tête en prenant un biscuit. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Ils sont toujours aussi délicieux » a-t-elle dit en prenant une bouchée. « Comme quand j'étais petite. » J'ai souri, sentant mon cœur se réchauffer à ces mots. « Je suis contente qu'ils te plaisent. Je me souviens comme tu aimais m'aider à les faire. » Mélanie a hoché la tête, et un instant, une lueur de la petite Mélanie qu'elle était à briller dans ses yeux. La fille qui adorait sa grand-mère et demandait toujours une histoire de plus avant de dormir. « Mamie » a-t-elle finalement dit en posant sa tasse. « Je suis venue pour m'excuser. » Je me suis figée, n'en croyant pas mes oreilles. « Pourquoi, ma chérie ?» Mélanie a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler ses pensées. « Pour la façon dont nous t'avons tous traité. Pour ne pas avoir appelé ou rendu visite. Pour avoir pris ton argent sans penser d'où il venait ou à ce que tu sacrifiais pour m'aider. » Ces paroles ont été comme un baume sur mon âme tourmentée.
Toutes ces années, j'avais pensé que mes petits-enfants ne m'aimaient tout simplement pas, que j'avais fait quelque chose de mal. Mais il s'est avéré qu'au fond d'elle, Mélanie comprenait tout. Je ne t'en veux pas, ma chérie, ai-je dit en lui serrant la main. Tu étais une enfant, puis une adolescente. Tu ne faisais que suivre l'exemple de tes parents. Mélanie a secoué la tête. Non, mamie. J'étais assez grande pour comprendre ce qui se passait. C'était juste pratique de ne pas le remarquer. J'ai hoché la tête, comprenant ce qu'elle voulait dire. Parfois, il est plus facile de fermer les yeux sur une vérité inconfortable, surtout quand elle vous arrange. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir maintenant? Ai-je demandé sans détour. Mélanie a baissé les yeux. Honnêtement, au début, c'était le choc de la vente de la maison. Papa était furieux. Maman pleurait. Ils ont dit des choses horribles sur toi. Elle a levé les yeux. Et puis, j'ai trouvé de vieux albums photos dans le garage. Des photos de toi avec grand-père, me tenant dans tes bras, apprenant à Gaël à faire du vélo. Et j'ai soudain réalisé à quel point nous avions été injustes avec toi, tout ce que tu avais fait pour nous, et le peu que tu avais reçu en retour. Sa sincérité m'a profondément touchée. À ce moment-là, j'ai vu en elle non seulement ma petite fille, mais une jeune femme capable de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Je suis si contente d'entendre ça, Mélanie. Ai-je dit, incapable de cacher mes émotions. Ça compte beaucoup pour moi que tu sois venue. Je veux essayer de réparer les choses, a-t-elle continué avec résolution. Je ne peux pas parler pour papa ou Gaël, mais personnellement, je veux réparer notre relation. C'est-à-dire, si tu ne m'as pas encore rayé de ta vie. J'ai souri à travers mes larmes. Jamais, ma puce. Tu seras toujours ma petite fille, quoi qu'il arrive. Nous avons parlé longtemps. Mélanie m'a parlé de ses études universitaires et de ses projets d'avenir. Je lui ai parlé de Zoé, de notre amitié et de la façon dont nous avions décidé de vivre ensemble. À ma grande surprise, Mélanie n'a pas jugé ma décision. Au contraire, elle a exprimé sa joie que j'ai trouvé quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Tu sais, mamie, a-t-elle dit en terminant sa 3e tasse de thé. J'aimerais rencontrer Zoé. Elle a l'air d'être une personne formidable. Elle l'est, ai-je hoché la tête. Je pense que vous vous entendriez bien toutes les deux. Peut-être que tu aimerais venir dîner la semaine prochaine, une fois que nous serons installés. J'adorerais, a souri Mélanie. Et dans ce sourire, j'ai vu une lueur de la petite fille que j'avais autrefois connue et aimée. Quand elle est partie, nous nous sommes serrés dans les bras. Et ce n'était pas une étreinte formelle comme ces dernières années, mais une étreinte sincère et chaleureuse. Je t'appellerai cette semaine, a promis Mélanie. Et je viendrai dîner. Promis. Après son départ, je suis restée assise dans mon fauteuil, submergée par l'émotion. Le jour que j'avais tant redouté s'est avéré être l'un des plus heureux depuis de nombreuses années. Peut-être que je n'avais pas perdu toute ma famille. Peut-être qu'il y avait une chance que Mélanie et moi puissions construire une nouvelle relation, plus saine. Quand Zoé est revenue, je lui ai tout raconté. Elle était sincèrement heureuse pour moi. Vous voyez, Eliane, a-t-elle dit, parfois, il faut faire un pas décisif pour que les choses changent. Si vous n'aviez pas vendu la maison, tout serait resté pareil. Je savais qu'elle avait raison. Parfois, il faut bousculer l'ordre établi des choses pour déclencher le processus de changement. J'ai invité Mélanie à dîner la semaine prochaine, ai-je dit. J'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non, a souri Zoé. Ça fait longtemps que je veux rencontrer votre petite fille. Et en plus, a-t-elle fait un clin d'œil, il faut lui montrer que vous vivez mieux maintenant qu'avant. J'ai ri, ressentant une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Peut-être que tout était vraiment pour le mieux. Peut-être que cette vengeance tranquille, la vente de la maison, n'était pas tant une vengeance qu'un pas nécessaire vers une nouvelle vie plus heureuse pour moi, et peut-être aussi pour ma famille. Les jours suivants ont été consacrés aux derniers préparatifs du déménagement. Zoé et moi avons déplacé les dernières affaires, mis tout en place et accroché des rideaux dans ma nouvelle chambre. Avec chaque petite chose, avec chaque détail, l'appartement de Zoé devenait de plus en plus notre maison. Jeudi, la veille du déménagement officiel, alors que nous déballions les dernières boîtes, mon téléphone a sonné. C'était Marc. Madame Dubois, a-t-il dit joyeusement. J'ai de bonnes nouvelles. La famille Cartier est prête à emménager. Ils sont très reconnaissants pour la prolongation, mais ils ont dit qu'ils pourraient emménager dans 2 semaines si votre fils et sa famille trouvent un logement plus tôt. C'est merveilleux, ai-je répondu. Je préviendrai Laurent. Merci pour tout,
Marc. Vous avez été très gentil avec moi. De rien, Madame Dubois, a-t-il dit sincèrement. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Je suis content que tout se soit bien passé. Après avoir parlé à Marc, j'ai appelé Laurent. À ma grande surprise, il a répondu à la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. Maman, a-t-il dit sans me saluer. J'allais justement t'appeler. Y a-t-il un problème? Ai-je demandé, me tendant. Non, non, c'est une bonne nouvelle, s'est-il empressé de me rassurer. On a trouvé une maison. Elle est petite, mais dans un quartier agréable, pas loin du travail. La banque a approuvé l'hypothèque, et on peut emménager dans 10 jours. C'est merveilleux, Laurent, ai-je dit sincèrement. Je viens de parler avec Marc et il a dit que les quartiers sont prêts à emménager dans 2 semaines. Super. Tout se met en place, a-t-il dit, l'air soulagé. Maman, Il a hésité, comme s'il cherchait les bons mots. Je voulais te dire merci d'avoir prolongé le délai d'expulsion. Sans ces jours supplémentaires, on n'aurait pas pu trouver une maison convenable. De rien, ai-je répondu doucement. Je suis contente que tout se soit arrangé. Il y eut une pause, et je pouvais presque sentir physiquement Laurent lutter avec lui-même, essayant de dire autre chose. Mélanie a dit qu'elle était chez toi, a-t-il finalement dit. Oui, ai-je confirmé. On a bien discuté. Elle a compris beaucoup de choses, a dit Laurent maladroitement. On a tous compris beaucoup de choses. Ces derniers jours. Je suis restée silencieuse, lui laissant la possibilité de continuer. Maman, sa voix était incertaine, presque effrayée. Quand on aura déménagé et qu'on sera un peu installé, peut-être que tu viendrais dîner, voir la nouvelle maison. L'invitation m'a prise par surprise. Après tout ce qui s'était passé, après toutes les accusations et les menaces, Laurent m'invitait dans sa nouvelle maison. C'était un petit pas, mais significatif, vers la réconciliation. J'adorerais, ai-je répondu, sentant une boule dans ma gorge. Et peut-être que toi, Brigitte et les enfants, vous pourriez venir voir Zoé. J'aimerais que vous la rencontriez tous. Laurent est resté silencieux, et j'ai eu peur d'être allé trop loin. Mais il a ensuite dit doucement. Oui, bien sûr. On aimerait beaucoup rencontrer ta nouvelle famille. Ma nouvelle famille. Ces mots, prononcés par Laurent, sonnaient étranges, mais justes. Zoé était vraiment devenue ma famille. Pas par le sang, mais par l'amour et l'attention. Super, ai-je dit. Alors on se fixera une date quand vous aurez déménagé. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai raccroché, ressentant un étrange mélange d'émotions. La joie de la possibilité de réconciliation avec mon fils. L'espoir d'une nouvelle relation, plus saine, mais aussi la prudence. Trop de temps avait passé, trop de blessures s'étaient accumulées pour être réparées par une seule conversation. Zoé, qui m'avait observé pendant la conversation, s'est approchée et m'a passé un bras autour des épaules. Ça va. J'ai hoché la tête. Laurent a trouvé une nouvelle maison et il m'a invité à dîner quand ils auront emménagé. C'est bien, non? A-t-elle demandé prudemment. Oui, ai-je répondu après un moment de pause. Je pense que oui. C'est une chance de tout recommencer. Bien que je ne me fasse aucune illusion, on a un long chemin à parcourir. Zoé a hoché la tête avec compréhension. L'important, c'est que vous ayez commencé. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous. J'ai serré sa main, ressentant une profonde gratitude pour cette personne qui était devenue mon roc pendant la période la plus difficile de ma vie. Tu sais quoi? A dit Zoé soudainement. On va fêter ton déménagement officiel. Demain, quand on aura apporté tes dernières affaires, on fera une petite fête, juste toi et moi. C'est une excellente idée, ai-je souri. Que as-tu en tête? Du champagne, un bon dîner, peut-être même un gâteau, a dit Zoé en comptant sur ses doigts. Et invitons Madame Durand du dessus et Rachel. Elles seront heureuses de fêter ça avec nous. L'idée d'une petite fête pour célébrer le début d'une nouvelle vie m'a réchauffé le cœur. Non pas parce que j'avais vendu la maison et que je m'étais vengée de mon fils, mais parce que j'avais enfin trouvé la force de commencer à vivre pour moi-même, de m'entourer de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Le lendemain, nous avons déménagé mes dernières affaires de mon ancien appartement. Quand j'ai fermé la porte pour la dernière fois, mon cœur était léger. Je ne ressentais ni regret, ni nostalgie. Ce minuscule appartement où j'avais passé 15 ans n'avait jamais été une vraie maison, juste un endroit où je dormais et mangeais, vivant dans le passé et espérant un avenir qui n'est jamais venu. Maintenant,
J'avais un nouvel avenir avec Zoé. Peut-être une relation restaurée avec mes petits-enfants, de nouveaux amis et de nouvelles opportunités que l'argent de la vente de la maison allait offrir. Le soir, comme Zoé l'avait prévu, nous avons fait une petite fête. Madame Durand a apporté une tarte maison et Rachel une bouteille de bon vin. Nous nous sommes assises autour de la table, riant et discutant des projets d'avenir. Je me sentais plus jeune que je ne l'avais été depuis des années, comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules, me permettant de me redresser et de respirer librement. Au nouveau départ, a proclamé Zoé en levant son verre de champagne. Et que notre maison soit toujours remplie de rire et d'amour. Au nouveau départ, avons-nous répété à l'unisson, et j'ai senti des larmes de bonheur me monter aux yeux. Assise là, entourée de ces femmes, jeunes et moins jeunes, liées non par le sang, mais par une amitié et une attention sincères, j'ai réalisé que la vengeance que j'avais planifiée en vendant la maison n'était pas du tout une vengeance. C'était une libération du passé, des fausses attentes, des relations qui n'apportaient que de la douleur. Je ne savais pas ce qui m'attendait, si ma relation avec Laurent et mes petits-enfants serait complètement restaurée, comment ma vie avec Zoé se déroulerait, ce que je ferais avec l'argent de la vente de la maison. Mais pour la première fois depuis de nombreuses années, je regardais l'avenir avec espoir et confiance que, quoi qu'il arrive, je serais capable de faire face. Parce que maintenant, j'avais une vraie famille, non pas par le sang, mais liée par quelque chose de bien plus important, le respect mutuel, la compréhension et l'amour. Quand les invités sont partis tard dans la soirée et que Zoé et moi nous sommes retrouvés seuls, je suis sortie sur le petit balcon et j'ai regardé la ville nocturne. La ville où j'avais vécu toute ma vie semblait soudain différente, pleine de possibilités et de nouveaux chemins. Zoé m'a suivie et s'est tenue à côté de moi, posant sa main sur mon épaule. « À quoi pensez-vous, Eliane ?» J'ai souri, sans quitter des yeux les lumières qui scintillaient au loin. À la façon dont parfois, la fin n'est que le début. Et que la famille, ce ne sont pas seulement les gens auxquels on est lié par le sang, mais aussi ceux que l'on choisit avec son cœur. Zoé a silencieusement serré mon épaule, et nous sommes restés là, regardant la ville la nuit, jusqu'à ce qu'une brise fraîche nous incite à retourner dans la chaleur de notre nouvelle maison, une maison que nous avions créée ensemble, et qui commençait déjà à se remplir de nouveaux souvenirs heureux. La vente de la maison était terminée. La famille Cartier se préparait à emménager. Et moi, Eliane Dubois, à 78 ans, je commençais un nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre dans lequel j'étais enfin le personnage principal, et non un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre.